Aujourd'hui, les jeunes face au dating, c'est plus difficile qu'avant parce qu'il y a plus de choix. Ça demande plus de volonté en fait de vivre aujourd'hui qu'à l'époque où on avait tout servi par défaut. Moi, j'ai un comportement qui peut être autodestructeur lorsque j'ai aucune responsabilité. Moi, la pression, j'en ai besoin, les responsabilités, j'en ai besoin, et plus j'en ai que j'arrive à tolérer, mieux c'est pour moi. Quand tu bois pas d'alcool et qu'il y a des gens qui sont fun en buvant de l'alcool et qui le sont pas quand ils en boivent pas, bah est-ce qu'ils sont si fun que ça, tu vois? Je pense qu'il y a un vrai truc plus profond à travailler. On dit aux jeunes qu'il y a plus d'avenir, qu'on est en train de détruire la planète, on va s'effondrer. C'est terminé quoi. En fait, on a détruit toutes les anciennes croyances, mais la plupart des gens, ils ont pas de sens en fait. Mais ça devient le point Godwin de l'émission maintenant. Chaque épisode, il faut la mention à l'ENA Situation. On est obsédé par les situations. Bienvenue dans Yum. Aujourd'hui, je reçois 4 invités. Grégoire Dossier, c'est ta première fois dans l'émission. Tu as une chaîne YouTube, 154 000 abonnés qui parle. Est-ce qu'on peut dire que tu parles de dev perso, développement personnel? Ça me dérange pas, tu peux le dire. Haïm, l'hypnotiseur le plus rapide du monde selon sa bio Insta. J'ai pas été vérifié, mais on va te faire confiance. Manon Tournant, coach en gestion émotionnelle et bien-être, qui est déjà venu. Et Félix, petit génie de la gestion qui se cache derrière quelques grands noms du web. Salut à tous. J'ai vu que vous aviez été au moins 2 à vous lancer dans l'aventure du canal Instagram. Encore un format de contenu en plus à gérer. Wes et Greg, par exemple, c'est le nom de ton canal, Greg. Je veux vous poser une question. Est-ce que vous avez réfléchi au concept est-ce que vous avez trouvé une ligne éditoriale ou est-ce que vous vous êtes juste dit, bon, il y a une nouvelle fonction, allez hop, je me lance dedans? J'ai un semi-marathon que je prépare samedi prochain, dans 2 jours. Et je voulais commencer par ce canal, par juste montrer l'aventure de ce semi-marathon. Et après ce qui va se passer samedi, je sais pas. Mais juste pour l'instant, c'est montrer la préparation, montrer les runs que je fais la semaine avant la compétition et faire vivre un petit peu l'expérience via un canal. Mais sinon, après, j'ai pas de ligne édito, j'ai pas d'objectif précis que je veux faire avec ce canal. Haïm, le tien, il s'appelle Hypnose du jour. Là, il y a un concept. Exactement, ouais. Ouais, il y a un concept. Je sais pas trop raconter ma vie, moi. Il y a des gens qui sont trop forts pour ça, mais raconter des trucs et tout, moi, j'y arrive pas. J'aimerais bien en plus. Tu sais, les influenceurs lifestyle et tout, ils font des trucs trop stylés, racontent leur vie tout le temps. Mais du coup, non, j'ai pas fait un canal pour ça. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mission du jour. J'en ai parlé dans un Yum. Ouais. C'est celui juste avant. Ouais. Je me suis dit, et en fait, on en a parlé avec les autres, ce serait intéressant de faire des plaintes de trucs du jour. Ouais. Et donc, hypnose du jour, ça peut être intéressant. Et donc, vu que j'ai pas envie de me lancer dans la création d'une application pour l'instant, je me dis, je vais tester ça sur un canal Instagram. Je vais voir comment mon audience, elle réagit. Et si les gens, ça les aide vraiment, peut-être que derrière, j'amènerai ça plus loin vers une application et avec des programmes d'auto-hypnose qui seront plus poussés, etc. Donc, c'est une sorte de bêta test. C'est une sorte de bêta test, ouais, exactement. Donc là, j'ai généré avec l'aide de ChatGPT, évidemment. Je vous invite à l'utiliser, c'est cool. J'ai généré plein d'hypnoses du jour. Et moi, derrière, je les retravaille avec ce que je connais. Et tous les jours, j'en envoie une. Et puis après, je reçois plein de DM de gens qui ont testé le truc, qui me donnent leur retour, quoi. Félix, Manon, pas de canal Instagram pour l'instant? Non. Bon, Instagram, c'est pas ma plateforme dada. Et déjà, les DM et tout, je trouve ça overwhelming. Alors, si en plus je fais un canal... Bon, après, les gens ne peuvent pas forcément répondre, mais pour l'instant... Tu réponds à tous tes DM, genre même des gens que tu connais pas et tout? Ouais. J'ai beaucoup de questions, par exemple, sur la formation que j'ai lancée. Donc, c'est important quand même que je regarde un petit peu les feedbacks. J'ai beaucoup de repartages de podcasts, de gens qui me donnent leur retour et tout. Donc, en vrai, c'est quand même des messages cool. Donc, j'aime bien répondre. Moi, j'ai envie de lancer mon canal là, parce que j'adore Instagram. Parce que c'est bien, tu vois, c'est simple, c'est relativement sain comme plateforme, même si ça s'est beaucoup transformé en plateforme de divertissement là, avec les Reels. C'est quand même relativement sain par rapport à d'autres. Et c'est une plateforme où tu peux tout faire. C'est-à-dire, tu peux vraiment aujourd'hui construire une audience entièrement sur Insta. C'est ce que tu fais, Félix, tu vois, en ce moment. Fidéliser cette audience avec les stories, convertir et faire des ventes, pareil, avec les stories, avec les stickers, tout ça. Je pense que le canal, ça peut être très bien pour ça parce que c'est vraiment fait pour envoyer des updates, envoyer des news, dire quand tu as posté un contenu, par exemple, ailleurs, tu peux mettre des liens facilement et tout. Donc, c'est toujours cool. Et ouais, je trouve que c'est vraiment une bonne plateforme aujourd'hui pour les débutants qui sont juste, tu vois, YouTube, on en a parlé la semaine dernière, mais YouTube, le niveau de prod, il est quand même vachement élevé maintenant. On pourra en parler avec toi, Grégoire. Et Instagram, c'est un peu un soulagement de se dire, OK, on peut aujourd'hui démarrer avec des petites vidéos d'1 minute faites avec son téléphone et se faire connaître grâce à ça et construire en fait toute son audience autour de ça.
Greg, je crois, si je me trompe pas, que tu t'es mis toi aussi aux fake interviews. Ça y est, t'as craqué. Non, mais c'est horrible, là. C'est horrible. Moi, j'aime bien le concept des fake interviews. Allez, raconte-nous tout. Mais t'as quelqu'un en face quand même, ou c'est vraiment du fake? Ouais, il a quelqu'un. Bah, vous avez pas vu qu'il y a quelqu'un qui me pose la question quand même? Si, ouais. Si, c'est Quentin du coup qui est mon cadreur et en fait j'aime bien le concept parce que pour avoir fait des podcasts, notamment avec toi Antoine, on a fait plusieurs podcasts, il me semble que sur 2 podcasts qu'on a fait qui duraient chacun 1h30, de réels vraiment impactants qu'on aurait pu en faire, il y en avait peut-être 5-6. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que parfois, à la sortie d'une interview ou d'un podcast, je me disais, tiens, c'est dommage qu'on n'ait pas parlé de ça, c'est dommage que j'ai pas dit cette phrase-là ou cette citation-là. Et ce qui est bien, c'est que là, on est dans un cadre beaucoup plus tranquille. Et j'ai une citation qui me vient, je dis à Quentin, juste demande-moi c'est quoi mes 3 citations préférées, et ensuite je te répondrai. Et comme ça, j'ai directement le contenu que je voulais. Et mon objectif avec ces fake interviews, en fait, moi, le truc qui me dérange le plus dans les fake interviews, c'est que souvent, je m'ennuie un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est scripté. Enfin, c'est scripté la plupart du temps. Et en tout cas, surtout dans l'entrepreneuriat et dans celle que je vois sur Objectif Millionnaire, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est juste une pub et que même la personne, j'ai pas l'impression qu'elle prenne du plaisir à les faire ces fake interviews parfois. Et du coup, moi, mon but avec ça, c'était d'en faire des drôles ou au moins des divertissantes. Et l'astuce, c'est de faire ça avec un cas qu'on connaît déjà. Et donc, mon but, c'était de varier entre des fake interviews où on me pose 3 questions, on me parle de mes situations préférées, donc assez sérieux, où on me demande, il y en a une, c'est qui est pas encore sortie, mais on me parle du sens de la vie. On me demande, c'est quoi le sens de la vie pour toi? Et puis celle d'après, c'est le sosie de Jamel Debbouze que j'ai croisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est hyper divertissante, qui apporte pas de plus-value, mais qui me fait rire. Donc tu vois, c'est varié entre le divertissement et des vrais conseils pratiques, mais au moins je m'amuse et j'ai l'impression que, en tout cas les retours que j'ai depuis quelques semaines, ils sont bons et j'ai l'impression que ça amuse les gens aussi. Donc pour moi c'était l'objectif de ces fake interviews. C'est un truc que j'aime bien dans ton travail, Grégoire, c'est que tu te prends pas au sérieux. Et genre, tu vois, par exemple, il y a une des fake interviews qui commence par ton cadreur qui te pose une question. Et tu lui dis, ah, super question et tout. Et tu dis, ouais, c'est toi qui l'as écrite. Et tu vois, il y a un truc t'assumes en fait t'assumes le format. En fait. T'es pas en train d'essayer de jouer un rôle ou de faire le présentateur ou je ne sais quoi. T'assumes le format et t'inclus en fait un peu ton audience comme un complice. Et tu le fais aussi vachement dans tes vidéos YouTube et je trouve que ça participe beaucoup à l'attractivité de tes vidéos. Et en fait, on sent à la maison, tu vois, on se sent en famille. On a l'impression d'être ton pote en fait. C'est un truc sur lequel tu as travaillé ou c'est un truc que tu avais naturellement? Non, c'est un truc de famille parce que de ma mère à ma grand-mère, à chaque fois, je sais pas comment expliquer, mais je sais que ma mère me dit à chaque fois que lorsqu'elle est dans une salle d'attente ou quelque chose comme ça, les gens viennent lui parler ou les gens ont envie de lui parler. Donc je sais pas s'il y a quelque chose, si c'est une énergie, tu vois, mais il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'être nos amis dans la famille et c'est vrai qu'on est assez, on aime bien les gens, quoi. Donc moi c'est pareil, j'aime bien inclure les gens dans un groupe. J'aime pas lorsqu'il y en a un qui est isolé, lorsqu'il y en a un que je sens qui est pas à l'aise dans le groupe. Après, ouais, je pense aussi que c'est une démarche et c'était une phrase de Naval que j'aimais bien qui disait que moins tu vas te prendre sérieux, plus tu vas être heureux, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué que quand je me prends trop sérieux, déjà ça se voit. Et maintenant c'est trop tard. Maintenant que je me suis montré moins sérieux, tu peux pas inventer un personnage sérieux. Ouais. Et donc je pense que c'est assez naturel pour moi et que c'est comme ça que je m'amuse aussi et que j'espère faire des contenus qui sont assez amusants, qui incluent les personnes qui nous regardent aussi, ouais. C'est marrant. Moi, j'ai un peu le truc inverse, c'est que je me suis créé un personnage assez sérieux au départ. Et en fait, je suis pas sérieux comme ça dans la vie, tu vois. Et donc, c'est difficile pour moi de montrer une facette plus naturelle de ma personnalité. Je suis un peu mais tu sais que moi, ça m'a pris 3 ans, hein. Ça m'a pris 3 ans. Ouais, justement, c'est ça que j'aime bien avec les fake interviews. Alors, moi, je vais voter pour les fake interviews. En tout cas, si elles sont faites de manière assez naturelle. Ouais. Parce que je trouve que ça nous permet d'être plus nous-mêmes parce que moi, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et ça fait à peine 1 an du coup, au bout de 3 ans que j'ai commencé à être un peu naturel dans mes vidéos. C'est-à-dire qu'avant, je me reconnaissais pas trop dans mes vidéos où les gens qui me connaissaient dans la vie me disaient mais c'est marrant parce que t'es pas comme ça dans la vie. Et peut-être que le seul moment où on va me dire et où on me dira que je suis comme je suis dans la vie, c'est les fake interviews que j'ai faites récemment parce que je suis vraiment pour le coup naturel. Donc si ça peut aider des gens à être plus naturel, je trouve ça bien, tu vois. Moi, je suis assez d'accord. Et est-ce que vous avez justement des idées? Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment amener ce format et ramener de la qualité dans ce format.
parce qu'en fait, c'est super mal fait. C'est ce que tu disais, Grégoire, tout à l'heure. Que les gens, quand ils le font, déjà, très souvent, il n'y a pas quelqu'un qui leur pose une question. Donc, déjà, c'est hyper pas naturel. Mais c'est ce qu'on disait il y a une semaine dans l'autre You, juste avant. En fait, c'était pas naturel les facecam au début. Et ça l'est devenu. Vraiment, c'était bizarre de parler à une caméra. Et c'est tellement plus normal de parler à quelqu'un. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus naturel quand on fait des fake interviews et qu'il y a quelqu'un en face de nous. Mais du coup, est-ce que vous avez des idées qui pourraient nous amener à améliorer ce format? On pourrait faire un petit brainstorm, là, ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai trouvé un nouveau concept, c'est au lieu de faire des fake interviews, c'est de faire des vraies interviews. J'ai embauché quelqu'un. Tu vois, moi, j'ai du mal à faire du contenu, c'est pas, enfin, j'ai des buts, etc. Donc, j'ai trouvé le concept, c'est j'ai embauché quelqu'un pour se mettre voilà, sur Riverside, etc. Et en fait, je parle avec quelqu'un qui me pose des questions sur des sujets que j'ai juste notés sur un petit bout de papier durant la semaine. Session d'enregistrement, je sais pas de quoi on va parler pendant 2 heures. Et en fait, j'ai quelqu'un qui me pose des questions et qui me relance la parole, etc. Et ça a tout changé pour me filmer. J'ai essayé de faire le youtubeur, de me filmer devant une caméra, de parler, ça donne rien du tout. Mais avoir quelqu'un comme ça, et donc toutes les semaines, et là j'ai 15 vidéos YouTube en attente de montage, donc le problème c'est plus côté montage qu'enregistrement. Mais donc voilà. Donc embaucher quelqu'un pour faire du contenu. Et du coup, Félix, t'as réussi quand même, parce que tu vas les mettre en vidéo courte, je suppose, ou pas? YouTube et vidéo courte. À faire des phrases qui restaient quand même pertinentes et courtes, tu vois, parce que le truc du spontané, c'est que on va chercher nos idées, on va se reprendre un petit peu, et que du coup, c'est moins fluide et c'est peut-être moins facile à recouper en réels après ou en format court. Ouais, alors évidemment, au début c'est moins bien, etc. Mais déjà rien qu'au montage, Léna nous fait un montage assez dynamique. Là, le seul prérequis, c'est faut pas bafouiller, quoi. Donc, quand tu bafouilles, tu t'arrêtes et tu le refais. En quoi ça diffère d'une fake interview? C'est que c'est hyper naturel, en fait. C'est hyper naturel d'avoir vraiment quelqu'un qui est là, sans préparation. Sans préparation, tu vois, et de lire un script là avec les questions préparées. En fait, ce que vous faites, Haïm et Grégoire, c'est pas vraiment des fake interviews, c'est des mini interviews. C'est qu'en fait, c'est des interviews d'une question. C'est juste ça, parce que pour pouvoir en faire. Parce que moi, je prépare pas en fait. Tout ce que je prépare, moi, c'est le. Disons que c'est des fake extraits. Ouais, c'est des fake extraits. En fait, c'est pas des vrais extraits parce que vous l'avez conçu comme étant le contenu complet. Mais c'est pas non plus des fake interviews parce qu'il y a vraiment un mec en face qui vous pose la question. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et je pense du coup que les 2 conseils que je pourrais donner si vous voulez un tuto fake interview, enfin du coup vraie interview, ou plutôt on devrait appeler ça mini podcast. Ouais, c'est ça. Rebrandé là, il y a un problème de marketing. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai parce qu'il y a vraiment quelqu'un dans la pièce. Alors, moi, le premier conseil, c'est de le faire avec quelqu'un qu'on connaît, parce que c'est vrai que si on ramène quelqu'un qu'on connaît pas du tout et qui est pas à l'aise devant la caméra, bon, ça va pas trop se ressentir parce que lui, il pose en soi que la première question, ou peut-être il va répondre. Ça dépend si on fait participer la personne qui nous aide à faire le mini podcast. Mais surtout, le deuxième conseil, c'est de pas louer de studio, parce que quand tu payes 180 € ton heure de location, en fait, t'essaies d'enchaîner les questions en fait. Et quand tu le fais chez toi ou quand tu le fais dans ton studio et que t'as pas de limite de temps, là, c'est beaucoup plus naturel. Et par exemple, les meilleurs extraits qu'on avait fait, je trouve, on les avait tournés tard après être sortis et après lorsqu'on est rentré en fait. Donc il y avait un peu cette ambiance de nuit où t'es plus euphorique, tu rigoles plus. Ouais. Et j'ai remarqué que les extraits qu'on avait tournés le matin étaient moins divertissants, je trouve, il y avait moins d'énergie dans les extraits. Et si on avait loué un studio 1 heure, on n'aurait pas eu ça du tout. Et même je le ressens lorsque j'en vois passer des fake interviews, j'ai l'impression que ils se dépêchent parce qu'ils savent qu'ils doivent rendre le studio à 45, tu vois, et que s'ils n'ont pas fini les 50 questions qu'ils ont préparées, ils vont devoir partir. Donc je pense il faut pas louer de studio si on peut. Ok. Il y a aussi une deuxième technique qui est un petit peu plus compliquée. Enfin, à la fois plus simple et plus ça dépend en fait. C'est de tourner un vrai podcast. Et en fait, à la fin de ton podcast, tu te dis, OK, on a parlé de tel sujet, et tu prépares une série de hooks, juste de phrases que tu vas dire pour amener les gens à refaire un montage et puis refaire des mini-extraits du vrai podcast. Derrière le hook. Ouais, parce que le hook, c'est le plus important. Et en fait, tu l'as pas quand tu fais une interview spontanément. Tu penses pas à dire, ah bah tiens, là, je vais foutre un hook au milieu de ma phrase. C'est beaucoup plus dur. Tu les ajoutes en post-prod, quoi.
Surtout les Français, on a beaucoup moins l'art de la punchline. Donc, pour trouver des hooks, t'en as peut-être 3 dans un podcast, quoi. C'est vrai. On fait des phrases à rallonge. Ah ouais, c'est clair. Toi, tu m'avais dit, Aïn, que t'écrivais juste tes hooks et le reste improvisais, c'est ça? Ouais, exactement. C'est une bonne idée. J'écrivais les questions, en fait. J'écrivais juste les questions. Donc, je lui dis, bah, vas-y, pose-moi les questions qui t'intéressent parmi cette liste et je te réponds. Moi, j'avais une façon de faire comme ça aussi pour les emails où j'avais toujours un slogan. Donc, chaque email, chaque contenu, que ce soit email, podcast, vidéo, commençait par un slogan. Et en fait, c'est ça que je travaillais le plus. C'était le slogan, la catchphrase, le truc le hook, en fait, tu vois, que je vais dire au début et qui va résumer un petit peu tout ce qui va être dit ensuite. Et derrière, en fait, je déroulais de manière beaucoup plus spontanée. Bah, c'est ce qui fait tout, hein, tu vois. Il y a pas longtemps, là, j'ai contacté un psychiatre qui fait des vidéos, mais incroyables, avec son fils sur les réseaux, sur Insta. Et en fait, ça marche pas parce que ces hooks sont, en fait, c'est rien. En fait, il met juste un titre. Donc, il met le trouble dissociatif. Et après, il y a un gros blanc. Et après, il commence à parler, tu vois. Et il dit des trucs trop cool. Et je lui dis, mais c'est vraiment dommage. Enlève-moi toutes tes intros, reposte toutes tes vidéos. Ça va pas du tout, quoi. En fait, le hook, c'est ce qui fait tout. Et si tu fais un mauvais hook, ta vidéo, elle sera pas vue. Peu importe à quel point ce que tu dis après, c'est intéressant. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Hein. Parfois, tu peux dire de la merde dans tes vidéos, mais vu que ton hook est super bon, les gens iraient jusqu'au bout. Et il y a pas si longtemps, on commençait encore nos vidéos en disant bonjour à tous, tu vois. C'est terminé, ça plus personne fait ça aujourd'hui. Même sur YouTube, je sais pas Grégoire, mais même sur YouTube, les gens commencent plus leurs vidéos en disant bonjour, si. Non, en général, les grosses vidéos des gros youtubeurs commencent par lui, c'est ça. Et elle, c'est ça. Et aujourd'hui, on va faire ça. Et c'est MrBeast qui avait lancé ça avec, en fait, chacune de ses vidéos commençait par this. Genre, lui, c'est ça, ou ça, c'est le plus gros magasin d'Europe et on va l'exploser dans cette vidéo. Mais ça commençait pas par, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'était tout de suite montrer le sujet ou montrer la personne qu'on va rencontrer dans la vidéo. Et donc, j'ai l'impression que maintenant, c'est plutôt une voix off d'ailleurs, les introductions des vidéos YouTube à haute production. Et à l'écrit sur newsletter, LinkedIn, c'est pareil, on dit plus bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'eux. On commence direct avec la phrase. C'est à ça que tu reconnais les débutants, c'est quand tu commences par bonjour. Après, t'as plus le temps. C'est ça. Pas de politesse. Les débutants en général aussi, comme ils ont beaucoup travaillé sur leurs premiers articles ou leurs premières vidéos, ils ont tendance à mettre en description de la vidéo, en description du post, ce post m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie, c'est mon premier, il est imparfait, etc. et à se justifier beaucoup. Et j'ai l'impression que plus tu es avancé dans un domaine, moins tu te justifies et plus tu sais que forcément tu as fait des efforts pour faire cette vidéo, donc t'as pas besoin de le dire à chaque fois, quoi. C'est vrai. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois, il y a une loi qui est passée pour encadrer le travail des influenceurs, notamment les placements de produits, tout ça. Et ils ont commencé déjà à envoyer des sanctions. Il y a 4 influenceuses françaises qui ont été épinglées par la répression des fraudes. C'est la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un abonné qui m'a envoyé ça. C'est que les youtubeuses, par exemple, concernées, ont dû poster 3 vidéos dont la miniature, c'était leur condamnation. Tu sais, un peu comme quand les magazines People sont condamnés en justice, ils doivent prendre la moitié de la couverture et marquer leur condamnation. Et ben maintenant, c'est pareil pour les youtubeurs. Sur la miniature, ils doivent marquer leur condamnation. Et donc, il y a une des youtubeuses, par exemple, qui a donc posté 3 vidéos, 2 vidéos de 10 secondes où elle disait juste allez voir la 3e vidéo avec la condamnation sur la miniature. Et la 3e vidéo, elle expliquait tout ce qui s'était passé et voilà, elle s'excusait, puis en même temps elle donnait quelques justifications et c'était vachement intéressant, tu vois. Et c'est la première fois que je voyais ça. Je sais pas si vous l'avez vu. Obligé de mettre sur la sur la miniature. Obligatoire. C'est chaud, ça. Mais qu'est-ce qu'elle a dû mettre? Elle a dû mettre je suis condamné. Enfin, qu'est-ce qu'elle a dû mettre? Ouais, c'est ça la miniature en fait. C'est horrible. C'est super moche. C'est je suis condamné. C'est le pire cauchemar, c'est je suis condamné et il y a 3 vidéos comme ça. C'est vraiment c'est violent quand même. C'est vraiment quand t'es collé au collège et que tu dois écrire 50 fois la même chose. Mais ça attire peut-être du coup les gens sur ça a pas fait des très bonnes stats. Hein. Ah oui. Il y a ça sur Instagram. T'es un post épinglé, donc c'est vraiment en top page, etc. Je crois que c'est pendant un mois, quelque chose comme ça. Et donc tout le monde le voit, épinglé par la DGCCRF, machin, etc. Tout le monde, en plus c'est le même, c'est un template, tu vois. Et donc c'est vraiment l'humiliation. Moi, je trouve ça ouf. Pour une fois qu'il y a un truc intelligent, tu vois là. C'est clair que c'est un vrai problème pour les gens qui sont concernés parce que
d'un coup, ils sont obligés d'exposer le problème, d'en parler, ils ont pas le choix, en fait. Et donc, ça touche, en fait, à ce qui est le cœur de leur métier, c'est leur image. C'est pas juste une petite condamnation qu'ils peuvent cacher sous le tapis, quoi. Et les listes sont publiques, hein. Toutes les personnes épinglées sont affichées publiquement sur un site. Enfin, ils jouent vraiment sur ce côté-là. On va les afficher publiquement pour dissuader, je pense. Bah oui. Et je pense qu'ils étaient obligés d'aller dans une mesure un peu vénère pour se dire sinon c'est incontrôlable et si c'est juste tu payes une amende ou quoi, en fait, les gens, ils vont préférer payer. Ouais. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'elles ont fait comme connerie? C'est quoi? Elles ont pas dit que c'était sponsorisé, c'est ça? Des trucs comme ça? Alors là c'est un peu pire. Hein. C'est la promotion des injections et de l'acide hyaluronique. Comment on appelle ça? Putain, j'arrive pas à le dire. Ah ouais. Aidez-moi. Ouais, bref, les trucs de faux chirurgie esthétique qui est pas fait par des médecins et qui est fait par des gens qui ont aucune compétence, etc. Et ça, t'as des ravages, t'as des gens qui ont des bouches complètement détruites, etc. Et voilà, maintenant c'est interdit, quoi. Mais ça, c'est dans les cas les plus c'est quand même dans les cas les plus extrêmes, parce qu'il y a aussi, j'ai vu qu'il y en avait une qui avait fait une vidéo YouTube, j'ai regardé un petit peu, et elle expliquait qu'en gros, elle avait fait des placements de produits sans dire spécifiquement qu'elle avait été payée par la marque, simplement en disant que la marque lui avait envoyé le produit, des trucs comme ça, quoi. C'est pour ça que maintenant tu vois tout le temps communication commerciale. Ouais, il y a le bandeau maintenant sur YouTube, c'est obligatoire. Est-ce que vous êtes anxieux? Parce que je sais que t'en parles souvent, Grégoire, et c'est générationnel ce truc-là, tu vois. Parce que c'est notre génération qui est concernée beaucoup plus par ce problème-là, ou en tout cas qui a plus de facilité à en parler. C'est plus forcément vu comme une faiblesse, mais comme quelque chose d'ordinaire. Moi, je dirais je le suis pas assez. Les gens peuvent dire ça, mais ouais, je pense. Peut-être je rejoins ta team, Aïm. Maintenant que j'habite à Paris, peut-être un peu plus en vrai. Paris, ça aide pas. Hein. Moi, j'ai l'impression que je suis tout le temps super chill. Et ça peut m'arriver d'un coup, je sais pas pourquoi, je pense à rien et tout, je me balade et je me dis, oh, mais dans 6 mois, je sais pas comment je vais gagner ma vie et où est-ce que je vais être. Et d'un coup, je suis en train de refaire toute ma life en me disant, mais c'est pas possible, j'ai aucune sécurité. Et après, ça passe. Tu parlais de l'anxiété. En fait, moi, j'ai eu une anxiété par rapport à l'avenir il y a 5 ans, 4-5 ans. C'était mon anxiété principale, mais en soi, je suis pas anxieux. Et pour avoir parlé avec des personnes qui étaient anxieuses, avec quand même expliqué des crises de panique, etc. C'était, je me suis vraiment pas senti concerné. Donc c'est pas vraiment un sujet duquel je parle, l'anxiété en soi, parce qu'il y a des méthodes pour l'anxiété. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de diminuer l'anxiété des personnes vis-à-vis de sujets. Mais je pourrais pas aider une personne anxieuse de nature à aller mieux. Par contre, je peux essayer de prendre les sujets qui la rendent anxieuse et relativiser là-dessus. Et c'est surtout ça qui m'a aidé moi pour cette anxiété-là vis-à-vis de l'avenir. C'était relativiser et retourner à aujourd'hui dans le moment présent. Moi, je suis plus sujet à la déprime qu'à l'anxiété. C'est un truc qui peut m'arriver. Ça dépend, tu vois. Ça dépend des périodes. Et j'ai remarqué que pour le coup, mon environnement jouait énormément là-dessus. Tu vois. À une époque, je consommais beaucoup d'actualités tous les matins. J'étais vachement déprimé. Ça dépend le temps que je passe sur les réseaux sociaux, les activités que j'ai dans ma journée, le niveau de sport que je fais dans mon quotidien, le temps que je passe avec mes proches. C'est vraiment des choses sur lesquelles je peux jouer en fait. Et j'ai cette chance-là de pas être, c'est pas pathologique quoi. C'est des choses sur lesquelles je peux modifier des curseurs et améliorer le truc. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile de se mettre à la place des gens qui peuvent pas et de se dire est-ce que en fait c'est un problème d'environnement qui peut être réglé relativement facilement en modifiant son environnement, ou est-ce que c'est un problème qui est plus profond que ça et qui est je sais pas, presque génétique. La vraie anxiété et la vraie déprime, des fois, c'est aussi psychique. Hein. C'est-à-dire que tu as besoin de pouvoir réguler avec un professionnel de la santé mentale et c'est pas juste en changeant d'environnement ou en faisant des trucs cool que ça va mieux. Ouais, t'as plusieurs notions. Tu peux avoir ça peut être des facteurs prédisposants. Donc, ça peut être génétique, ça peut être aussi, bref, tu peux avoir plein de facteurs qui peuvent t'amener à être de base plus anxieux que quelqu'un d'autre. T'as aussi des seuils de vulnérabilité au stress. On va tous avoir des seuils différents. Donc, à quel point est-ce qu'on peut résister au stress chacun? Et ça, de base, chaque personne va être différente. T'as des gens, ils vont pouvoir résister au stress un tout petit peu. Et donc, dès que tu vas pouvoir péter leur plafond de stress hyper facilement, quoi. Donc, eux, ils sont très, très aptes à développer des maladies mentales, d'ailleurs. Et puis, après, tu vas avoir aussi des stratégies qui vont te permettre de diminuer ton stress. On a tous développé chacun par l'éducation des stratégies différentes. Et tu as des stratégies qui vont être meilleures que d'autres. Je sais pas, par exemple, juste apprendre à respirer, c'est un truc tout con, hein.
ça peut te permettre d'avoir une stratégie qui va, à des moments quand tu es anxieux, de te détendre d'un seul coup et d'aller mieux, et donc de pas péter ton plafond de vulnérabilité, quoi. Ouais. Et c'est hyper intéressant aussi en stratégie, le truc et ça c'est un truc que je vois avec mes clients, de éliminer les sources de stress, parce qu'on nous a beaucoup appris, je trouve, en grandissant, à comment gérer ton stress. Et ça me rend ouf, cette expression de apprendre à gérer ton stress et pas apprendre à éliminer tes sources de stress, ou apprendre à vivre avec moins de stress et avoir cette approche même minimaliste en fait sur toutes ces sources qui génèrent en toi cette anxiété ou cet état hyper désagréable. Mais comment vous expliquez qu'il y a une explosion? Parce que tu regardes, tu sais, les statistiques justement sur l'anxiété et la dépression chez les jeunes, et autour ça a vraiment explosé avec les réseaux sociaux, mais on peut pas dire que c'est que ça. Il y a peut-être probablement d'autres facteurs. Ça a vraiment explosé à partir des années 2010 pour atteindre un niveau jamais égalé avant, même en période de guerre, quoi. Et quand même, ça joue énormément. Enfin, teste la vie. Regarde TikTok, Instagram, 2-3 heures par jour, et teste sans. Ta vie a rien à voir. Rien à voir. Et moi, je le vois. Moi, je les ai pas installés. J'ai des bloqueurs sur Instagram parce que maintenant je poste, donc faut quand même être dessus. Mais si je passe même une demi-heure par jour sur Instagram, ma vie a rien à voir en termes de paysage émotionnel, tu vois. Tu vois, est-ce que le problème c'est le fait que Instagram te rend triste ou anxieux, ou est-ce que le problème c'est que quand t'es sur Instagram, en fait, ça fait une sorte de palliatif au fait d'être avec des gens, et donc tu passes simplement moins de temps avec des gens. Les gens ont moins d'amis aujourd'hui, ils passent moins de temps avec les autres, et c'est peut-être lié à ça aussi, simplement lié à la solitude. Il y a un problème sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai l'impression que c'est plus profond que ça, moi. Il y a les réseaux sociaux, c'est un problème, effectivement, mais j'ai l'impression que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus vraiment de sens. À l'époque, il y avait beaucoup plus de sens. Je sais pas, il y avait un sens dans la nation. Enfin, il y avait des croyances, il y avait des croyances communes. Plus ou moins bien, hein. Mais aujourd'hui, ces trucs-là, ça n'existe plus. Les gens n'ont plus trop de sens. On dit aux jeunes qu'il y a plus d'avenir, qu'on est en train de détruire la planète, et donc en fait, tout ce notre vision pour le futur, c'est la planète, on est en train de la détruire, on va s'effondrer, et c'est terminé, quoi. Et du coup, les gens n'ont plus de sens, et du coup, quand t'as plus de sens, t'as plus de vision. Alors nous, on en a, parce qu'on est, enfin, je pense. En tout cas, nous, de notre côté, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, hein, sans doute. On a chacun nos objectifs personnels, etc. On a réussi à créer du sens autrement. Mais la plupart des gens, ils ont pas de sens, en fait. Ils naviguent un petit peu dans le brouillard, quoi. Donc, quand t'es comme ça, c'est normal d'être beaucoup plus atteint par le stress, parce que tu sais pas où tu vas, tu te sens pas en sécurité, tu sais pas comment sera le monde de demain, etc. Donc ouais, non, en fait, on a détruit toutes les anciennes croyances, et je sais pas, on est dans un entre-deux. Peut-être que ça va être remplacé par une nouvelle dans peu de temps, on verra bien. Enfin, il y a de grandes chances que ça va se remplacer. Et au-delà des simples réseaux sociaux, on est hyper exposé aux médias, à l'actualité, en fait, à ce qui se passe autour de nous dans le monde, aussi, beaucoup plus que les jeunes des générations précédentes qui savaient pas tout, qui voyaient pas tout. Et donc, si tu t'intéresses par exemple aux problématiques du réchauffement climatique, bon bah très vite tu vas être dans une bulle où tu vas voir que du contenu là-dessus sur Twitter et ailleurs, mais même dans les médias traditionnels. Et en fait, ça va venir amplifier ce stress, quoi. Jusqu'à, moi j'ai une amie par exemple qui est pas sûre de vouloir faire d'enfant, parce que à cause de ça, quoi. Vraiment à cause de cette raison-là, de se dire dans quel monde est-ce qu'ils vont grandir. Donc ça peut avoir des impacts très concrets en fait sur tes choix de vie. Ce que tu dis, Antoine, aussi, c'est qu'à la différence de, par exemple, nos parents, tu vois, parce que tu disais il y a une augmentation du stress, c'est que il y a plus d'infos, mais il y a aussi ce côté responsabilisation et culpabilité qu'on porte comparé à d'autres générations. Nos parents, c'était la génération YOLO, on découvre l'avion, les centres commerciaux, la fast fashion, c'est good, et personne se posait de questions. Alors que nous, on récupère, enfin les générations d'après ont récupéré tout ça, et non seulement c'est en plus, si tu prends l'avion, t'es une mauvaise personne, si tu consommes de la fast fashion, t'es une mauvaise personne, tu la planète et tout ça, et c'est beaucoup de messages comme ça. Et aussi, je pense que on a l'impression que les gens ils sont plus stressés aujourd'hui parce que avant, je pense que c'était aussi beaucoup plus tabou, et je pense que quand tu posais la question aux gens est-ce que t'es stressé, c'était tellement intériorisé que les maladies mentales, le stress, c'est un peu pour les personnes qui étaient folles à l'époque. Aller voir un psy, encore à l'époque de mon père, quand je parle de ces sujets-là avec mes parents, c'était pas normal. C'était non, t'as vraiment un gros problème. Et du coup, je pense aussi qu'on a une parole un peu plus libre par rapport à ça, et que peut-être que eux étaient autant stressés mais qu'ils avaient pas les mots pour
pour le dire. C'est comme quand je parle de charge mentale, par exemple, avec ma mère. Elle dit, bah non, moi, j'ai pas ces problèmes. Et je dis, t'as pas eu ça, ça, ça? Elle dit, ah ouais, bah si, en fait. C'est juste qu'à mon époque, on n'en parlait pas. Ouais. Aujourd'hui, on est vraiment dans des sociétés très individualistes. Ce qui est, moi, personnellement, j'en ai énormément tiré parti. Je trouve ça plutôt bien. On a plus de liberté individuelle. On a plus de choix dans nos vies. On est moins jugé pour nos choix. On n'est pas obligé de faire le même métier que ses parents. On peut se construire tout seul sans avoir à dépendre des autres. Mais le corollaire de ça, c'est que on est submergé par ses choix, par la pression qu'on a de devoir trouver sa voie dans la vie, de devoir trouver la bonne personne avec qui se mettre en couple, de devoir faire les bons choix pour être une bonne personne écologique, etc., ou sur tous les autres domaines. Et donc en fait, on peut plus vraiment se reposer sur le groupe et sur la communauté. On est vraiment on sait que nos décisions en fait ont un impact énorme, et donc on est tout le temps en train de se poser la question: est-ce que mes décisions elles sont bonnes? Est-ce que je peux pas prendre de meilleures décisions? Est-ce que je suis suffisamment compétent? Et je pense que c'est aussi lié à ça. C'est le corollaire en fait de l'individualisme et du fait qu'on n'a plus besoin de compter sur les autres pour survivre. C'est aussi lié aux évolutions technologiques. On est beaucoup plus indépendant, mais du coup on a moins de liens avec les autres. On passe moins de temps avec les autres de manière globale. Et on a plus de pression sur nos décisions, quoi. Si on prend juste par exemple l'exemple du couple, une des choses géniales qu'on a aujourd'hui, c'est la technologie. On a Tinder, on a des plateformes qui nous permettent de rencontrer des milliers de personnes autour de nous. Alors qu'autrefois, t'avais la fille du voisin, quoi, ça allait pas très loin. Et en fait, le problème de ça, c'est que les gens, je sais que notre génération, moi j'ai eu beaucoup de cette difficulté-là dans mon couple, j'ai réussi à la surmonter, mais je l'ai beaucoup eu, a été de se poser la question: est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je peux pas trouver mieux? Aujourd'hui, les jeunes face au dating, c'est plus difficile qu'avant parce qu'il y a plus de choix. On pourrait penser que c'est l'inverse, mais c'est justement cette pléthore de choix et de possibilités qui rend ça plus difficile. Je pense qu'il y a plus de choix, et encore une fois, les gens croient de moins en moins à la famille. Ils se disent que s'ils font une famille, dans quel monde ils vont faire des enfants plus tard. Donc forcément, quand tu dis ok, je vais pas avoir de famille, donc je vais pas essayer de trouver une femme, avoir des enfants, du coup, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, tu dates à fond, des fois c'est des fuites en avant aussi, de dater en permanence, tu vois. Tu dates, puis tu continues pour fuir tes responsabilités ou pour fuir le monde dans lequel t'es, quoi. Et l'acceptation par rapport à ça, l'acceptation face au divorce, par exemple, c'est un truc qui est génial en termes de liberté individuelle, mais c'est aussi un truc qui fait qu'on a plus de facilité à divorcer, alors qu'avant, comme on n'avait pas vraiment de choix, c'était trop grave de divorcer, on essayait de faire que ça marche, on mettait peut-être plus d'efforts pour faire en sorte que ça marche dans un couple qu'aujourd'hui, quoi. Après, c'est bien quand même de pouvoir divorcer, quoi. Ah oui, ça, je dis pas le contraire. Mais encore une fois, ça met plus de poids sur les décisions individuelles. Donc ça demande d'être plus fort, en fait. Avant, il n'y avait pas besoin d'être fort. C'était juste pas possible de divorcer. Donc tu avais juste à accepter, à essayer. Mais aujourd'hui, il y a besoin d'être fort. Parce que tout repose sur toi. Tu pourrais demain claquer les doigts, divorcer ou juste te séparer de ton partenaire ou ta partenaire. Ça demande plus de volonté, en fait, de vivre aujourd'hui qu'à l'époque où on avait tout servi par défaut. Alors c'était un défaut qui nous convenait pas forcément, mais ça demandait moins de volonté. C'est juste ça, tu vois. Mais je suis d'accord que moi je préfère avoir ce choix-là, cet accès-là. Et je pense que à l'échelle globale, ça rend peut-être plus de gens malheureux qu'avant où ils se contentaient de ce qu'on leur donnait, en fait, sans vraiment pouvoir le remettre en cause. En fait, ce que tu veux dire, c'est que la contrainte, c'est désagréable, mais c'est pas forcément négatif, quoi. Ça peut avoir un aspect très positif, la contrainte. Ouais, tu parlais de contrainte, et c'est marrant parce que moi je pensais à l'engagement par exemple, mais en fait c'est la même chose parce que c'est une contrainte, un engagement. Mais je pense aussi que on parlait de sens tout à l'heure. Je pense que ce qui donne beaucoup de sens, c'est l'engagement, et ce qui apporte beaucoup de réponses, c'est l'engagement aussi. Et justement, j'ai l'impression que ce qui pourrait être dans ma génération, moi je suis de 98, mais je le vois aussi dans les générations de 98 à 2002, 2004, 2006, ce qui fait défaut, je trouve, c'est le manque d'engagement. Je parle pas d'engagement dans le sens où on l'entend beaucoup, les jeunes qui veulent s'engager dans une association, etc. Mais juste l'engagement dans un projet, dans une relation, ou dans quoi que ce soit qu'on fait. Et c'est de moins en moins valorisé. On valorise quelqu'un qui a beaucoup d'options, mais on valorise pas beaucoup quelqu'un qui s'engage. Et on devrait valoriser plus quelqu'un qui a des options et qui arrive quand même à s'engager dans un projet. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tous les projets et toutes les relations qui m'ont apporté beaucoup dans ma vie, c'est des relations ou des projets dans lesquels je me suis engagé, alors que j'avais, parce qu'on a tous des options, en fait, on a tous des options. Quand on fait quelque chose, il y a plein de choses qu'on ne fait pas à cette place-là. Et
c'est toujours dans ce processus d'engagement que j'ai trouvé plein de réponses intéressantes. Et donc moi, ce que je fais sur ma chaîne, c'est que je pousse à s'engager plus dans quoi que ce soit en fait, que ce soit dans le perso, le pro. Mais c'est aussi pour ça que je voulais filmer le semi-marathon de la semaine de cette semaine, parce que c'est un processus d'engagement et je sais que peu importe le processus d'engagement dans lequel les gens vont aller, ils vont forcément apprendre des choses intéressantes et à la fin ils seront fiers. Donc, et d'ailleurs, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération qui ont du mal à être fières d'elles. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles le sont pas. C'est parce qu'elles sont pas engagées dans un processus et qu'elles n'ont pas connu toute cette histoire dans laquelle tu rentres lorsque tu commences à t'engager dans quelque chose. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je te rejoins complètement. Je trouve aussi que la plus grande satisfaction qu'on peut trouver dans la vie, c'est ça, tu vois. C'est quand tu t'es engagé sur le long terme, sur des grands projets et que t'en récoltes les fruits. Il y a vraiment un truc c'est ça qui donne du sens, en fait. Quand t'as plus la religion ou des structures très solides dans la société, ce qui donne du sens, c'est ça. Et surtout, c'est la seule solution. Enfin, si tu veux lancer un projet, si tu veux faire quoi que ce soit d'assez ambitieux, t'as pas. Il y a un livre qui s'appelle The One Thing. Il y a Alex Hormozy qui fait que de répéter que tu dois te concentrer sur une chose. T'as pas d'autre option en fait. La seule option lorsque tu veux vraiment faire quelque chose d'important, c'est de te concentrer sur cette chose. Donc t'as pas d'autre choix que de t'engager. Et de toute façon, tu le sais au fond de toi-même lorsque tu t'es pas engagé à 100% dans un projet. Tu le sens, les gens autour de toi le sentent. Ils te le font payer d'ailleurs lorsque dès que tu parles d'un projet important à tes potes, ils vont te tester même sans que tu te rendes compte. Ils vont te faire des blagues dessus. Ils vont te tester pour voir si t'es vraiment all-in, si t'étais à fond dans le projet. Et ils vont te le faire payer. Les gens vont te le faire payer sans s'en rendre compte ou volontairement. Et toi, tu vas te rendre compte aussi. Tu vas le savoir au fond de toi-même si t'es pas engagé à 100%. Donc ouais, c'est vraiment pour moi, et je le dis parce que moi je l'ai beaucoup vécu d'être engagé à moitié dans quelque chose et d'être en train de jongler avec les différentes choses que je pourrais faire en même temps. Et j'ai jamais été pleinement épanoui là-dedans. Lorsque j'étais dans ce processus, je me déteste dans ce processus. Lorsque je dis que je fais un truc et que je suis à moitié en train de le faire, je me plais pas trop. Je pense toujours que la plupart des gens sont pas entrepreneurs et n'ont pas cette capacité à s'engager sur des choses par eux-mêmes ou n'ont simplement pas envie ou pas l'énergie, pas la force. Et donc c'est aussi pour ça que aujourd'hui il y a de moins en moins de gens qui trouvent du sens quelque part. C'est parce que eux-mêmes n'ont pas cette envie ou ce courage, peu importe, hein, comment on appelle ça, de trouver du sens. Et je pense pas que tout le monde en soit capable. C'est dur de s'engager. Et ça demande un effort conscient. Ça demande une prise de décision et un effort constant et conscient. Et en fait, si tu fais pas cet effort-là, ou si tu as une journée de faiblesse, qu'est-ce que t'as? T'as une marée de distractions et d'outils de procrastination. En fait, tu peux vivre dans la procrastination éternelle. Je pense que c'est vraiment ça, le truc qui rend le plus les gens malheureux, c'est de vivre dedans, tu vois. C'est-à-dire tes journées sont constituées d'un minimum d'efforts obligatoires que généralement tu dois faire pour les autres, et le reste du temps, c'est je me divertis, je m'échappe, je suis je suis sur les réseaux sociaux, je regarde des séries en boucle, je vais en soirée, je picole, etc. En fait, c'est vraiment une sorte de procrastination éternelle qui peut durer pendant des années. Et si tu dis pas à un moment stop, j'arrête le train et je m'engage sur un vrai truc et j'y mets du temps, j'y mets de l'effort, etc. Tu peux vraiment, enfin, on te laissera pas tout seul. Il y aura toujours des distractions qui vont venir, qui vont dire t'inquiète pas, on est là, tu peux rester avec nous, etc. Moi, je pense que tout le monde en est capable, juste qu'on n'a pas les bons outils. Parce que je me dis, même les gens qui sont pas entrepreneurs ou qui ont pas de passion, ils arrivent quand même tous les jours à se lever à 6h30 du mat pour aller au taf et pas arriver en retard. Pour faire un truc qui a pas de sens pour eux. Et donc, si tous les jours, pendant, je sais pas, tes 15 premières années de carrière et tout, t'es capable de prendre ta voiture, te lever, aller dans un taf que t'aimes pas pour être à l'heure, t'es capable d'avoir cette rigueur. Et je pense que on peut essayer des fois de trouver des petites astuces aussi et de fonctionner avec des systèmes de récompense ou de sanctions qu'on peut se faire soi-même. Parce que pourquoi les gens ils vont pas en retard au travail aussi, c'est parce que après ils ont peur, je pense, de se prendre une sanction, de se faire. C'est la pression sociale. Ouais, et de justement essayer d'aller chercher cette pression sociale. Par exemple, le building public marche super bien. Ouais. Énoncer tel jour, telle heure, je vais lancer mon podcast et pas juste le garder dans ta tête et te le mettre aussi un petit peu en mode si je le fais pas, je vais devoir le dire, je vais avoir honte. Et des fois d'aller chercher des raisons un peu extérieures, même si c'est la pression sociale, peut-être que ça peut marcher. Je pense aussi que tout le monde peut y arriver, que tout le monde peut avoir un petit objectif et même hors entrepreneuriat. Et je trouve que le premier truc qui, moi, a sauvé beaucoup de personnes de ma famille ou de mon entourage, qui a permis de redonner du sens, c'est juste un projet sportif assez simple.
en dehors de la musculation et des transformations physiques qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment, qui pour moi est quelque chose d'incroyable dans une vie à vivre, une transformation physique, mais juste un objectif dans la course à pied, par exemple. Et je sais que juste se dire qu'on n'est pas capable de courir 5 km et de le faire après, ça peut redonner pas mal d'énergie à une personne. Et la course à pied, ça c'est beaucoup la mode en ce moment, j'ai l'impression. Je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent. Et je trouve ça bien parce que c'est vraiment pour moi la chose la plus simple, parce qu'il n'y a pas trop de friction en fait entre la personne qui procrastine chez elle et la personne qui va juste prendre des chaussures de sport, parce qu'on a tous plus ou moins des chaussures de sport chez nous, et qui va courir dehors même quelques kilomètres. Il y a une énorme différence d'état mental à la fin de cette course, entre la procrastination et la fin de la course. Et c'est hyper accessible. J'ai commencé un truc depuis quelques semaines là qui est vraiment un impact extraordinaire. C'est que tous les matins, qu'il vente, qu'il pleuve, peu importe, je sors de chez moi et je cours, je fais le tour de l'île Saint-Louis, tu vois. Donc je cours 10 minutes. C'est pas grand chose, hein. 10 minutes tous les matins, c'est quoi, 1 km, 1 km 5, c'est rien du tout. Mais juste avec quelles chaussures? Avec des chaussures plates en plus. De quoi? C'est comme ça là. Non. Avec les chaussures. Non, mais très devenu viral ton short là. Sur les ouais, chaussures, là. Je suis devenu ambassadeur Instagram des chaussures, des sandales de course. Contactez-nous pour les partenariats. C'est un autre sujet, mais j'ai lu un bouquin qui s'appelle Born to Run, qui est une histoire extraordinaire avec des coureurs qui vont courir au milieu d'une tribu mexicaine qui court en sandales. Et justement, en fait, ils ont découvert tout un truc, c'est que les chaussures super compensées qu'on porte tous pour aller courir, c'est à l'origine en fait de la plupart des blessures qu'on se fait quand on court, notamment quand on dépasse les 30-40 ans et qu'on commence à se blesser régulièrement les genoux et tout. C'est parce qu'en fait, on se repose trop sur le compensé de la chaussure et donc on court pas de la bonne manière. Alors qu'en fait, on devrait utiliser le compensé de notre pied, enfin en tout cas la structure de notre pied pour les chocs. Et donc le fait de courir avec des chaussures, ce qu'on appelle des chaussures minimalistes, donc ça va être des sandales par exemple avec une semelle très fine, ou alors des chaussures avec une semelle très fine qui sont assez larges pour que les pieds aient la place de s'écarter à l'intérieur, et qui ont 0 drop. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence d'épaisseur entre l'arrière et l'avant de la chaussure. On peut en fait, il faut apprendre à courir comme ça. La première fois, je me suis fait une tendinite parce que je me suis mis à fond et mon pied était pas prêt. Il faut apprendre, il faut s'entraîner. Mais une fois que tu y arrives, en fait, t'as ton pied qui est beaucoup plus fort. C'est plus agréable, je trouve, de courir. Tu peux faire de meilleures performances et et surtout tu te blesses pas. Donc ça enlève en fait le côté négatif de la course à pied, qui est que ça fait du choc sur les genoux et c'est pas bon. Et donc tous les matins, mais c'est rien, tu vois, c'est 5-10 minutes, hein. Mais tous les matins, je fais mon tour de l'île avec des chaussures plates. Et comme ça, j'entraîne mes pieds tout en me mettant de bonne humeur, parce qu'après c'est un truc de fou, l'énergie et la bonne humeur que j'ai pour le reste de la journée. Ça a des résultats miraculeux pour un temps qui est très faible. Il faut juste un peu de motivation le matin, mais une fois que tu prends l'habitude, ça va. Mais un temps d'effort qui est très faible en fait. C'est vraiment juste courir 5-10 minutes le matin, tout le monde peut le faire. Et les résultats par rapport à cet effort-là et au temps qu'on y met, les résultats je trouve, sont assez exceptionnels. Puis tu commences ta journée par de la lumière et par être dehors aussi. En plus, tu t'exposes au soleil, à la lumière. Parce que je pense qu'on n'est pas fait pour, quand on se lève le matin, aller directement sur notre ordinateur. De base, je suis pas convaincue qu'on ait été fait pour ça. Et je pense que ça peut tout changer. Moi, j'aime bien le matin, quand je me lève, j'ai mon petit rituel, je fais mon café, je le prends à emporter et je fais ma petite balade, pareil, 10-15 minutes. Moi, je cours pas. Je regarde les paysages et tout. Et pareil, ça change tout le reste de ta journée. Tu te sens trop bien. T'as été dehors. T'as pensé à tes trucs. Tu t'es activé. Tu te sens, tu vois, tu parlais d'être fier de soi, Grégoire. Je trouve que c'est en faisant des petits trucs comme ça, tu te dis, OK, j'ai bien démarré ma journée. J'ai pas remis mon réveil dans 30 minutes et commencé sur Instagram. Et tu commences dans une bonne dynamique. Est-ce que tu prends ton café juste après le réveil, Manon, ou est-ce que tu attends un petit peu avant de le prendre? J'attends un petit peu, je prends un verre d'eau et tout ça. C'est un vrai sujet, ça. Tu parlais de la lumière du jour, et il y avait le docteur Andrew Baman, qui est un neuroscientifique, qui en parlait beaucoup, et qui disait d'attendre 90 minutes avant de prendre son café, parce que quand tu te lèves, tu as encore de l'adénosine dans le corps. Et en fait, le fait de prendre son café 90 minutes après le réveil, ça te permettait d'éviter le crash d'énergie en après-midi, qu'on a souvent lorsqu'on prend un café dès qu'on se réveille. Et ça permettait de vider l'adénosine avant d'en prendre un, et donc d'éviter d'avoir ce crash après. Mais oui, de toute façon, prendre la lumière du jour, c'est vrai que c'est sous-coté encore comme habitude, ça. Autant il y a des habitudes qui sont surcotées maintenant, mais les habitudes sous-cotées, il y a celle-ci là, prendre la lumière du jour.
Si les gens, si les gens veulent pas courir, ils le font en marchant, c'est déjà génial. Ah bah, moi, ce que je fais, tous les matins avec Bogdan, on sort, on habite au milieu de nulle part. Donc, on va au supermarché, 20 minutes de marche. Il y a une piste cyclable et il y a un truc piéton, donc il y a pas de bagnole, etc. C'est hyper agréable. Voilà, on arrive, on va s'acheter un petit Coca Zéro et là vous gâchez tout. T'as tout gâché. Et on revient et je pense que c'est super. On va se prendre un petit shot. Ah non, mais c'est super. Ah, moi j'adore le Coca Zéro. Allez, sponsorisé par Coca. Moi je veux bien. Ouais. Après tu prends ta petite tarte à tartiner là, la pâte à tartiner qui t'arrache la gorge. Ah non, celle-là je l'ai abandonnée. Celle-là c'est horrible. C'est horrible. Le dernier mois ça a été horrible en termes de sommeil. Et là je commence à retrouver avoir un rythme juste grâce à ça et à d'autres habitudes, mais c'est ouf. Ouais. Mais alors faut dire un truc juste sur le café. C'est que personne ne le sait, j'ai l'impression, mais un café le matin, ça peut avoir des impacts sur ton sommeil le soir. T'as encore en fait le principe actif de la caféine, sauf qu'il est en très faible quantité. Et pour la plupart des gens, ça change rien, ça va pas les empêcher de dormir. Mais par exemple, moi, je suis hyper sensible au café et je peux pas boire un café le matin. Même au réveil, si je bois un café ou même un thé au réveil ou même du chocolat, vraiment pour dire à quel point. Parce qu'il y a un petit peu de caféine aussi. C'est beau là, le chocolat. Non, je te promets, j'ai fait des tests avant-après, j'ai mesuré et tout. Non, vraiment, j'ai fait le truc sérieusement. Et ça va avoir un impact sur mon sommeil le soir et je risque de pas m'endormir, voire de faire une quasi nuit blanche, tu vois, de pas m'endormir pendant 2-3 heures à cause de ça. Donc moi, le fait d'arrêter complètement le café, quand j'étais en école de commerce, j'en prenais 2-3 fois par jour et j'avais un sommeil catastrophique. Le fait d'arrêter complètement le café, c'est ce qui a eu le plus gros impact sur mon sommeil et aujourd'hui je dors bien la plupart des nuits et voilà, faut le dire aux gens parce qu'il y a des gens qui dorment mal et qui boivent du café quoi. Moi je comprends pas le concept. Je me dis mais c'est le premier truc à arrêter quand on dort mal quoi. Des fois il y a des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à dormir et puis après je me renseigne un petit peu, c'est des gens qui vont travailler dans leur lit, qui vont manger dans leur lit, qui vont regarder des vidéos dans leur lit. Ils ont pas écouté le docteur Andrew Huberman alors. Ah non. C'est marrant ces tendances aujourd'hui il y a vraiment des tendances dans tout et des tendances dans le domaine de la santé et il y a quelques têtes d'affiche tu vois qui font un peu ces tendances là. Moi j'avais lu en début d'année un bouquin qui s'appelait Glucose Révolution d'une meuf sur Instagram là qui s'appelle la Glucose Goddess et son bouquin est devenu best-seller mondial et c'est un bouquin qui donne quelques petits hacks, quelques astuces pour éviter d'avoir des pics de glucose et donc les crashs qui viennent avec. Et ça a aussi un impact sur ta santé, sur ton poids, sur ton sommeil, etc. Et ce qui est génial avec ce bouquin, c'est qu'elle te dit pas d'arrêter le sucre. Elle te dit simplement avant de manger des pâtes, tu vas te faire une petite salade, par exemple. Après un déjeuner fort en glucose, tu vas te faire une petite balade pour en dépenser une partie. Ou alors tu vas prendre une cuillère à soupe de vinaigre dans un verre d'eau avant tes repas et ça va baisser de 30% le pic de glucose. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes en fait et les gens ils adorent. Et moi j'ai kiffé, tu vois, parce qu'on te dit pas d'un coup d'avoir une vie de moine, on te dit juste de prendre des petites habitudes qui demandent peu d'efforts et qui permettent de limiter la casse, quoi. Et en fait, après avoir lu ça, j'ai vachement baissé ma consommation de glucose, donc j'ai arrêté quasiment tous les sucres, même les fruits, tu vois, j'en prends très peu et tous les sucres rapides. Et les sucres lents, j'applique les petits hacks et tout. Et puis balade avec une bouteille de vinaigre en permanence. Non. Généralement, j'ai fait ça au moment quand j'étais en voyage, quand j'étais encore très très chaud, tu vois, je venais de lire le bouquin, maintenant j'ai arrêté. Mais j'avais ma bouteille de vinaigre dans mon sac. Mais non, ce que je fais, par contre, c'est le truc qui a le plus changé ma vie et qui peut vraiment, c'est une habitude simple à prendre et c'est une habitude, donc c'est une fois qu'on l'a fait, c'est réglé, quoi. C'est de changer mon petit déj. Et avant, je prenais un smoothie tous les matins, donc gros pic de glucose parce qu'il y a des bananes et tout, c'était quand même bien sucré. Et maintenant, je prends 2 œufs avec un chia ball là, tu sais, donc c'est des graines de chia avec du lait d'amande. Enfin, c'est des bons trucs de bobo là, mais je prends ça tous les matins. Et je peux bosser juste après. En fait, il y a aucun problème je suis fatigué après le petit déj et tout, parce que j'ai besoin de beaucoup manger au petit déj. Ça m'empêche pas de bosser juste après. Ouais, je dirais que les habitudes qui ont le plus aidé, c'est donc la lumière du jour. Courir aussi. En fait, moi, je fais les deux en même temps. Je cours. Bon, après, moi, je cours torse nu parce que j'habite dans une région où il n'y a pas grand monde et je me sens pas trop observé et j'ai pas l'impression que ça dérange non plus trop les gens, mais ça me fait les deux en même temps. Moi, je cours pas encore avec des claquettes comme toi, Antoine. J'avoue que et j'ai justement, tu vois, j'en ai parlé avec un ami l'autre jour qui est dans ma salle de sport, qui lui aussi a des chaussures barefoot, mais pour la salle. Pour la ville, c'est le même concept. Et je lui ai dit, tu sais, je pense que tu as plus confiance en toi que moi. Parce que je pense que quand tu arrives à mettre des chaussures barefoot à la salle ou pour courir, ça montre quand même un détachement et ça montre que tu privilégies la santé à l'esthétique. Et j'avoue que
C'est clair. Ça existe pas les belles chaussures barefoot, ça Et n'existe tu vois, mineur, je parle de confiance en soi, etc. dans mes vidéos, mais je pourrais pas mettre des chaussures barefoot pour l'instant, donc j'ai Mais encore lis le bouquin Born to Run, franchement, moi, ça m'a retourné la tête. Tu sais, il y a des bouquins parfois, genre, ça t'excite de fou, t'as envie de tout changer et tout. Ça en fait partie. Très, très bon bouquin. Franchement, lis-le et je suis sûr qu'après, t'auras envie. T'as un lien d'affiliation, c'est sûr, sur ce truc. Appel au sponsor. Ouais, bah, en soi, sinon, j'ai pas 10 000, j'ai pas d'astuces pour la santé particulière. J'ai un très bon petit déj qui est 4 œufs bio de ferme que j'ai depuis 7 ans parce que j'aime pas les petits déj compliqués pour le coup. Que j'ai jamais réussi à tenir un petit déj avec plus de 3 ingrédients. Donc toujours assez simple. Lumière du jour. Je cours régulièrement. Ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Et la salle de sport et qui me permet en fait juste moi ce qui m'a le plus aidé parce que j'ai pas eu des problèmes de sommeil. J'ai eu quelques insomnies quand j'étais plus jeune, mais c'est parce qu'à ce moment-là je faisais pas beaucoup de sport. Et le fait de faire du sport, c'est ça qui a changé mon sommeil. Donc ça plus la lumière du jour le matin fait que le soir je suis fatigué naturellement. J'ai même pas besoin de penser à si je veux vraiment optimiser. Je prépare une routine nocturne où je baisse la lumière, etc. Comment tu fais en hiver pour prendre la lumière du jour? Ah bah après, ce que dit Andrew Berman, c'est que t'as pas besoin de lumière du soleil, t'as besoin de lumière du jour. Et donc même en hiver, quand il fait gris, si tu prends la lumière 25 minutes au réveil, tu prends la lumière du jour. Et il y a des appareils de luminothérapie. Ah bah attends, j'en ai. Trop bien. Antoine en a un incroyable. Ouais, j'ai des lunettes de luminothérapie. Ça, c'est génial, c'est pareil, c'est un truc, petite habitude sans effort qui change la vie. Ça s'appelle Luminette. Et attends, est-ce que ça marche? Non, là, il y a plus de batterie. Mais en gros, tu mets tes lunettes comme ça. Et C'est pareil. C'est pareil, il faut avoir un peu de confiance en soi. Donc, tu peux t'amuser si tu veux la totale, tu vas courir avec tes claquettes et ça, et là vraiment tout le quartier te connaît bien. Alors, Antoine, pense à ceux qui vont écouter le podcast à ce moment-là sur YouTube, ils vont se demander c'est quel épisode de Star Wars en fait là, ils vont se demander avec le décor, avec le décor fait. Après, il y en a, c'est des appareils, ça ressemble à des tablettes, et moi j'en ai une pour l'hiver, je la mets à côté de mon ordinateur le matin, les 30 premières minutes où je travaille. Et du coup, en fait, c'est un appareil de luminothérapie, sauf que t'as pas des petites lunettes, quoi. Ouais, mais attends, parce que ça, tu peux aller te brosser les dents, tu peux prendre ton petit déj et tout avec. Alors que ton machin. Le brossage dedans. Non, mais attends, t'es obligé de rester tous les matins devant ta tablette pendant 10 minutes à regarder de la lumière. Mais non, si tu travailles, tu la mets dans la même direction. Ouais, au moment où tu bosses, ouais, pourquoi pas. C'est génial ce truc-là parce que ça demande pas d'effort. Tu mets ça sur ta tête, tu prends tu fais ton petit déj, tu fais ta matinée en fait, et tu les gardes quoi, 10-15 minutes, et après tu te sens énergisé. Alors qu'il fait peut-être même pas encore jour dehors. Donc très très efficace ce truc-là. C'est un spectacle. Mais oui, t'as l'air d'un con, évidemment. Faut pas espérer sombrer. Mais bien sûr, non mais c'est l'histoire de ma vie. Mais tu fais des trucs qui sont bons pour toi, mais forcément tu passes pour un con parce que personne le fait, tu vois. Mais si on le faisait, ce serait normal. Et c'est quoi la puissance de la lumière j'en sais rien, mais ça envoie assez fort. En fait, ça envoie pas directement, ça envoie sur un miroir, tu vois. Et le miroir extrait la lumière bleue et t'envoie juste la lumière bleue dans la gueule. C'est stylé en vrai. De l'autre côté, c'est encore plus futuriste. C'est Star Wars. De ouf. Mais vous rigolez, mais le fait de courir pour aucune raison, c'est un truc qui était débile il y a 50 ans. Personne faisait ça, tu vois. Les gens, ils faisaient des efforts dans leur travail. Personne dépensait de l'énergie pour aucune raison. C'était absurde. Les mecs qui ont commencé à courir, c'était à New York, je sais pas, dans les années 80 peut-être. Et c'est devenu une tendance mondiale et maintenant plein de gens courent. Mais c'est un mec tout seul torse nu qui va courir dans la rue. Enfin, excuse-moi, mais il y a 50 ans, les mecs se seraient dit putain, c'est quoi? Il y a un ours derrière ou tu vois, ils se seraient posé des questions quoi. Puisque t'en parles, Antoine, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ta vidéo sur les chaussures barefoot, c'est qu'en plus ça fait un bruit de fou quand tu marches, ça fait le bruit de la claquette et donc tu vois, tu parles. C'est ça un problème ça. Dans la rue. Mais je pense que t'as causé plusieurs crises cardiaques à l'île Saint-Louis le matin. T'as un patron qui il arrive avec les vieilles bourgeoises là. Il entend un alligator qui arrive comme ça derrière lui. Franchement, ça fait super peur. C'est le problème des claquettes, c'est qu'ils foutent un bout en métal en dessous pour que tu sentes le contact de la terre là. Mais sur le béton, ça fait un bruit de fou et je pense que vraiment claquette là. Je pense que tu as contribué à augmenter le rythme cardiaque des habitants de l'Istanbul parce que déjà, moi, dans ma campagne, lorsque je cours, je fais peur à des mamies parce que moi, c'est l'inverse, je fais pas beaucoup de bruit quand je me déplace. Donc, parfois, je me surprends à faire peur à des personnes. Je pense que toi, avec le bruit de la claquette qui arrive et qui se rapproche de plus en plus, je pense que tu as dû causer des petites crises de panique.
est-ce que les gens, ils vous trouvent chiant? Parce que vous avez tous quand même un peu des habitudes sportives, machin. Il y en a qui écoutent Andrew Huberman et compagnie, là. Donc, vous avez toutes des habitudes sportives qui sont quand même anormales, on va dire, pour le commun des mortels. Est-ce que les gens vous disent, putain, t'es chiant avec tes machins, mais vas-y, bouffe la pizza, quoi? Ouais, des fois. Moi, je le vois quand je pars en vacances avec des potes ou quoi, et que c'est pas des potes qui sont dans cet environnement, qui sont pas dans ce mindset, et que sur 2 semaines, moi, j'aime pas. Quelques jours, je peux pas faire de sport, manger des pizzas et tout, et je suis pas contre les pizzas, je suis pas contre le chocolat, j'adore. Les kouign-amann et tout. Mais 2 semaines, je sais que si pendant 2 semaines de vacances avec mes potes, je garde pas un minimum mon rythme, après je serai pas bien, et du coup je suis irritable, et du coup je serai pas sympa avec mes potes. Donc c'est pas le but. Donc j'essaie quand même de garder ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément chiant, mais c'est pourquoi tu t'imposes ça. C'est plus de l'incompréhension de pourquoi tu t'imposes ça, mais ça va rien changer. Donc ouais, bah non, je vais pas sortir parce que j'ai envie de taffer sur mon podcast et parce que ça me fait plaisir en vrai. Ces trucs aussi de soirée, d'incompréhension. Ouais, des fois. Parce que moi, j'ai pas mal de potes d'école de commerce, tu vois, que je vois toujours et qui sont vraiment, c'est pizza bière, tu vois. Tu peux pas faire un week-end sans que ce soit pizza bière. Et moi, je trouve ça chiant pour le coup, tu vois, parce que c'est pas, je vois pas en quoi déjà le fait de manger des pizzas par rapport à manger des trucs sains, ce soit plus fun, tu vois. C'est l'alcool, je comprends, tu vois, mais les pizzas non. Le champagne. C'est un truc de, moi, c'est un loisir, tu vois. Moi, je le vois comme un loisir. L'optimisation de manière générale, que ce soit de ton business ou de ta santé. En fait, c'est un loisir. Et donc, pour moi, c'est amusant. Il y a quelque chose d'excitant de, ah ouais, tiens, on va essayer ça, on va voir les résultats, on va voir comment je me sens, etc. Et c'est vrai que, mais c'est vrai que pour la plupart des gens, ils voient ça comme un sacrifice, quoi. Et je pense que les gens qui font du sport voient pas ça comme un sacrifice. Il y a un décalage de vision, en fait. Ils voient ça comme un bénéfice, comme un plaisir, parce que même si pendant la séance, tu peux souffrir, après, tu te sens super bien. Donc, il y a un truc, et comme un truc utilitaire, en fait. Tu le fais parce que ça a des bénéfices concrets qui vont, un peu comme t'investis dans ta boîte, tu bosses dans ta boîte où tu vas travailler. Même si sur le moment, c'est pas le truc le plus fun du monde, tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Perso, je me suis entouré que de gens qui vivent entre guillemets pour s'améliorer, quoi. Donc ça m'arrive jamais. Enfin, ça m'arrive jamais d'avoir un malaise en mode quelqu'un prend une pizza et en fait il dit pourquoi tu prends pas de pizza, t'es chelou. Ou pourquoi tu bois pas d'alcool. Ouais, parce que tu bois pas du tout l'alcool, toi. Ouais. Bon, ça c'est depuis toujours. J'ai pas vraiment fait exprès. Hein. Ça m'a demandé aucun effort particulier. Juste depuis tout petit j'aime pas le goût et donc je n'ai jamais réessayé, quoi. C'est vrai que ça, le truc de pas boire. Moi, je buvais beaucoup quand j'étais en école de commerce. J'ai arrêté petit à petit, tu vois. Ça m'arrive encore de boire quelques verres, mais je bois jamais plus de 3 verres en soirée. Et c'est un truc, la pression quand même que t'as pour, surtout quand tu buvais avant et que les gens se sont habitués au toit fun, c'est-à-dire au toit déchiré. La pression quand même qu'on te met de aller quand même, aller ce soir, machin, c'est important. Vous le sentez, la pression ? Ouais. Ah non, mais les gars, faut comment dire, enfin, vous êtes pas fun ou quoi? Je veux dire, faut se vanner soi-même. Tu vois, moi je bois pas. Moi je suis avec l'eau pétillante, etc. Mais je fais des blagues là-dessus, etc. J'en fais une identité et je m'auto-clash là-dessus. Ça fait rire tout le monde et il y a pas de problème en fait. Mais si t'es là, tu bois pas et tu fais, je sais pas, le mec coincé, non je bois pas, ah non machin. Et il y a évidemment là, tu donnes le. Non, bah c'est clair. Non, mais je commence pas à critiquer les gens parce qu'ils boivent, tu vois. Mais c'est vrai que, enfin, les gens, en fait, ont une image de toi bourré et ils savent que la soirée va être plus folle et plus longue si tu les rejoins dans le délire là. Il y a quand même un truc avec l'alcool de train, tu vois. C'est-à-dire quand vraiment tu décides de vivre ta soirée à fond, que tu bois beaucoup, tu peux finir la soirée à 6h du matin quand tu sors les shots et vraiment passer une super soirée et t'éclater. Alors que si tu bois pas, il y a quand même très peu de chances que tu finisses la soirée à 6h du matin. Soit le mec extravagant, comme ça, même quand t'es pas bourré, en fait, les gens ont l'impression que, bah voilà. C'est ça, mais du coup, c'est quelqu'un qui est plein et tu vois. Exactement. Mais du coup, c'est ça, en fait. C'est qu'il faut faire des efforts pour être dans le mood et pour être aussi fun que les gens qui ont picolé, quoi. Ouais, mais du coup, ça, je trouve que ça révèle aussi un aspect de la personnalité de quand tu bois pas d'alcool et qu'il y a des gens qui sont fun en buvant de l'alcool et qui le sont pas quand ils en boivent pas. Bah, est-ce qu'ils sont si fun que ça, tu vois? Je pense qu'il y a un vrai truc plus profond à travailler. Et par exemple, moi, je sais qu'avec beaucoup de mes amis, avec des copines, on adore sortir parce qu'on adore danser. Donc moi, si je sors, je peux sortir jusqu'à 6h du matin sans boire d'alcool, et parce que je vais être avec mes copines en train de danser et de kiffer la soirée. Et tu rentres à 6h du mat, t'as pas bu d'alcool, t'es bien, le lendemain, t'es au taquet pour faire tes activités. Mais il y a des gens où leur personnalité change vraiment
il passe de gros fêtard en buvant de l'alcool à 0 fête et incapable de se lever pour aller danser. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus profond comme sujet. Hein. Ah, moi, je peux pas danser si j'ai pas bu d'alcool. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai jamais trop dansé, tu vois. Mais pour le coup, moi, c'est l'inverse, tu vois. C'est vraiment, tu me demandes d'aller danser en boîte de nuit déjà, environnement pas ouf, tu vois. Tu me demandes d'aller danser en mode ouh, tu vois. Alors que j'ai pas, enfin, tu vois, faut vraiment que je sois déchiré pour que je puisse avoir envie, juste envie d'y aller, quoi. Donc c'est que t'aimes pas de base. Donc c'est cool, le fait de plus boire, ça t'enlève des activités que t'aimais pas de base, en fait. Moi, j'ai des périodes on et off. Ok. Et ouais, c'est vrai que le pire truc à faire, c'est de faire comme si t'étais alcoolisé alors que tu l'es pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est chiant pour toi, c'est chiant pour les autres. Ouais. Enfin, c'est surtout chiant pour toi. Mais je comprends pas trop les trucs de pression parce que moi, j'ai mon groupe. En effet, c'est vrai que quand je me mets une cabane avec mon groupe, bah ça, ils sont plus dans on est ensemble dans le même train, c'est ça? Ouais. Et comme ça, enfin, ça arrive vraiment, mais je comprends pas trop ils m'en veulent pas en fait si je bois pas dans la soirée. Et je sais pas si c'est parce que les personnes qui disent qu'elles ont la pression, elles sont dans un plus grand groupe. Donc il y a, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes, et là vraiment t'as l'impression d'être l'intrus. Mais je sais pas, juste quand je suis en période off, bah je leur dis et bah je ramène des gens en voiture ou c'est moi qui conduis et c'est cool. Enfin ils sont contents, ils savent juste que c'est pas avec moi qu'ils vont finir la soirée. Et quand je suis on, bah ils sont contents parce que la plupart du temps je suis off et ça leur va aussi. Mais j'ai jamais, même quand j'étais en fac de droit, donc école de commerce, je pense que c'est vraiment le plus, là où il y a le plus de pression parce que c'est le plus dans la culture. Je pense qu'après école et médecine aussi, école de droit, je pense qu'il y a quand même pas mal la pression. Et même moi quand j'étais là dans cette école, je ressentais pas trop la pression de boire en soirée absolument. Donc pour moi c'est pas quelque chose qui m'a trop marqué. J'ai jamais trop bu parce que j'étais influencé. Et sur la santé, je pense qu'on est tous du coup dans le groupe, on aime bien optimiser, on aime bien faire des trucs qui nous permettent d'être en meilleure santé ou d'avoir plus d'énergie. Mais le risque, c'est toujours d'aller trop loin, tu vois. Genre typiquement pour moi, aller trop loin, c'est la routine matinale qui commence à 5 heures, où il y a 22 trucs à faire, ou surtout si t'en loupes un, c'est la catastrophe. Et moi, ça m'est arrivé à certains moments de m'ajouter tellement de contraintes qu'en fait, je prenais plus de plaisir. Et donc parfois de se dire juste, je lâche un peu de lest, ou alors je prends des vacances et j'arrête mes bonnes habitudes pendant quelques jours. Ou alors je simplifie et je supprime des trucs dans ma routine, ou alors j'ajoute ça, donc je supprime ça parce que j'ai pas envie d'avoir trop de trucs. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce problème de juste vous dire mais là il y a trop de trucs en fait dans mes routines, il y a trop de contraintes et je prends plus de plaisir quoi. Notamment pour la muscu, je sais que beaucoup de gens ont ce problème-là avec la muscu qui est que je veux des résultats et en fait j'ai des résultats mais j'en veux encore plus et j'en veux encore plus et j'en veux encore plus et je compte toutes mes calories parce que il faut que j'ai le bon rapport de calories, etc. Et moi j'ai été à un moment comme ça avec la muscu. Et en fait, c'est le moment où j'étais le plus musclé de ma vie, mais je bouffais beaucoup trop, j'étais toujours fatigué parce que je mangeais trop. Enfin, c'était chiant en fait, de devoir compter, devoir tout calculer. Et après, j'ai arrêté. En fait, maintenant, je fais de la muscu beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire, j'y vais 3 fois par semaine. Je fais une séance qui est programmée par un logiciel. J'ai juste à appuyer sur un bouton. Je m'écoute des petits podcasts. Et l'alimentation, j'en ai rien à foutre. Tu vois, je me force pas à manger des calories pour prendre du muscle. Et je me sens mieux en fait. Pour moi, c'est plus adapté parce que la muscu est pas le truc le plus important. Se foutre la paix un peu aussi, c'est important. Je suis plutôt dans cette philosophie. Moi, je fais rien qui me demande un effort. Et là, ça va choquer en disant ça. Ça va vraiment choquer en disant ça, mais tout ce que je fais, c'est des choses qui me font plaisir. Tu vois, là aujourd'hui, c'est un plaisir d'être là, etc. C'est pas une tâche, une obligation, etc. Et en limitant finalement dans sa vie tout ce qui est imposé de l'extérieur, mais aussi des contraintes internes qu'on se met, etc. Il y a toujours une alternative, une façon de faire les choses qui nous demande aucun effort. Par exemple, le sport. Le sport, moi j'ai vu la différence, c'est le faire avec coach et le faire seul. Par exemple, le faire avec un coach, ça me demandait 0 effort mental d'aller à la salle de sport, de le faire, etc. Tout seul avec un programme, même en connaissant les exercices, etc. Effort mental. En termes de choix, qu'est-ce qui est le plus intelligent de le faire? Le faire avec le coach. J'aime bien l'approche de Félix sur la partie trouver la façon la plus agréable de faire quelque chose. Parce que c'est intimement lié à la productivité. En fait, c'était le youtubeur Ali Abdaal qui a beaucoup étudié la productivité, qui disait que la productivité, elle était décuplée lorsque tu aimais ce que tu faisais.
Et il cherche toujours des moyens quand par exemple il était étudiant, lui il était étudiant en médecine, c'est un youtubeur et étudiant en médecine, ex-étudiant en médecine, qui se rappelait à chaque fois avant ses révisions, il avait une feuille avec marqué un slogan, et c'était marqué ça va être fun, it's gonna be fun. Et en fait, il essayait de se convaincre lui-même que ça allait être sympa, et il trouvait des manières de rendre ses révisions agréables à faire, parce que c'est vrai que pour avoir été étudiant aussi, ça peut être vraiment supportable des révisions de beaucoup lorsque tu as des cours vraiment complexes à retenir. Et donc toutes les manières qu'on a de rendre un processus plus agréable nous permettront de le faire mieux, d'être plus productif lorsqu'on le fera, mais surtout de le tenir dans la durée en fait. Et par contre, sur la partie effort, c'est vrai que moi, je pourrais pas trop avoir cette approche-là de chercher à faire c'est pas vraiment ce que tu as dit, Félix, de faire le moins d'efforts possible, mais en tout cas je sais plus la phrase que tu avais dite, la punchline que tu avais au début, mais que tu essaies de limiter l'effort ou de pas faire des choses qui te demandent trop d'efforts, ou si plutôt pour toi, peut-être qu'à partir du moment où ça te demande un effort, c'est qu'il faut refaire le processus. Moi, j'avoue que j'ai plutôt une approche de Peterson sur ça, sur le fait de se mettre le maximum de poids sur les épaules, parce que moi, j'ai un comportement qui peut être autodestructeur lorsque j'ai aucune responsabilité. Donc moi, la pression, j'en ai besoin, les responsabilités, j'en ai besoin, et plus j'en ai que j'arrive à tolérer, mieux c'est pour moi. Et j'ai besoin de cet effort-là en fait. Moi, je parlais de l'engagement avant. Toutes les choses qui m'ont donné confiance en moi, ce sont des choses qui m'ont demandé des efforts, et il y a rien qui m'a demandé aucun effort qui aujourd'hui me rend fier. Je l'ai oublié d'ailleurs. Je pense qu'il y a des choses que j'ai faites sans effort qui me paraissaient simples au moment où je l'ai faite, et ça m'a procuré aucune joie, aucune confiance en moi. Donc moi j'ai vraiment besoin de l'effort, et je suis content d'en avoir dans mes semaines. Je sais que quand j'ai une semaine avec des efforts à faire, ça va être une bonne semaine, ou en tout cas ça va être une semaine pleine de sens. Et c'est un truc que tu appliques aussi dans le travail? Ouais, en fait, j'ai besoin de ce sentiment. Moi, j'aime bien quand je reçois parfois quand je tiens pas mon rythme une vidéo par semaine sur YouTube, je reçois des menaces. Je reçois des abonnés qui me disent sors la vidéo. Et en fait, j'aime bien cette sensation, c'est rigolo, hein. C'est pas des vraies menaces. Et j'aime bien cette sensation des gens attendent quelque chose de moi. Quand je sens je me rappelle qu'un jour j'avais disparu des réseaux un mois en décembre parce que j'avais fait une expérience vivre un mois sans réseau. Et je me rappelle qu'arrivé au bout de quelques semaines, j'avais l'impression que plus personne attendait de vidéos, et j'aimais pas trop cette sensation. J'ai l'impression que justement on comptait plus trop sur moi. Et plus on compte sur moi, et plus j'ai cette impression que des gens attendent quelque chose de moi, moi mieux je le vis. Donc ouais, j'ai besoin je dirais que j'ai besoin de ça, surtout sur les réseaux. Et tu partages tes revenus, Grégoire, ou pas? C'est public? Je l'ai partagé avant. Je l'ai fait une vidéo qui était une de mes vidéos les plus vues sur mes sources de revenus, que j'avais faite en 2021. Et maintenant, non. Je suis plutôt dans le. Je suis entré dans. Il gagne trop maintenant. Oui, c'est ça. C'est que je sais pas. C'est plutôt pour parce que c'est vrai que j'étais très influencé au début par le monde de l'entrepreneuriat, des formations. Grâce à toi aussi, Antoine, hein, au début, et c'est vrai que ça a affecté mon comportement, où j'étais dans cette optique-là beaucoup. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, mon réseau, c'est que des youtubeurs, je vais pas dire créateurs de contenu parce que c'est très large, mais vraiment moi, les gens que je suis actuellement, c'est des youtubeurs. Et c'est mon métier à plein temps, parce que c'est pas quelque chose que, tu l'as dit, les vidéos sur YouTube, elles sont beaucoup plus produites maintenant, et c'est un métier à temps plein en fait. Tu peux pas actuellement être youtubeur et comprendre le monde de YouTube et faire des bonnes vidéos YouTube adaptées à YouTube en 2023, et en même temps essayer de lancer une formation tous les mois ou tous les 15 jours. Et moi, mon métier, c'est youtubeur maintenant, et c'est vrai que je suis plus influencé par ce milieu-là maintenant, et c'est vrai que dans ce milieu-là, tu partages moins tes revenus, tu partages moins combien tes opérations sponsorisées te rapportent, et tu essayes de construire un sentiment de confiance autrement que en partageant tes revenus et en partageant absolument tout ce qui se passe dans ta vie. Parce que tu parlais par exemple des relations en début de podcast. C'est vrai que parler des relations, parler de sa vie perso, c'est super pour créer un lien de confiance avec les personnes qui te suivent, surtout au début lorsque tu as une petite communauté. Moi, je sais que j'avais fait quelques vidéos sur le couple lorsque j'étais au début de ma chaîne YouTube, et c'était des vidéos qui avaient plu. Mais maintenant, en tant que youtubeur, ça a plus de contraintes qu'autre chose lorsque je parle de mes relations à moi. Et donc, il y a des choses dont je parle plus maintenant sur YouTube, à savoir les sources de revenus et mes relations privées à moi.
mais j'essaye de parler du sujet vastement, d'inciter les gens à se créer des sources de revenus, éventuellement les rediriger vers d'autres chaînes que j'aime bien, leur montrer que c'est possible de vivre de sa passion. Ça, c'est le plus important, leur montrer que c'est possible de le faire, que c'est pas juste un mythe et qu'il n'y a pas juste des formateurs qui vivent de leur revenus. Il y a des gens qui vivent de leur passion sur Internet. Il y en a de plus en plus et c'est très bien. Et les relations, j'en parle. Mes relations, j'en parle plus parce que ça a eu des conséquences sur les relations que je vivais à ce moment-là. Ouais, c'est un truc, quand tu partages beaucoup de choses sur toi. Moi, je l'ai beaucoup fait aussi avec des vlogs et tout, où très vite tu vois les limites. Et en fait, plus tu partages de choses sur ta vie privée, par exemple, les créateurs comme Casey Neistat, je sais pas comment ils font, tu vois, pour gérer ça. Mais plus tu partages des choses sur ta vie privée, moins tu as de vie privée, en fait. Parce que, voilà, elle devient publique petit à petit. Et plus ta vie t'échappe, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les gens, ils ont un avis sur tout. Ils connaissent ta famille, ton entourage. Enfin, tu vois, ils connaissent toute ta vie en fait. Et t'as l'impression qu'on te la vole d'une certaine manière. Et ça peut être très, très angoissant. Moi, je sais que très vite, j'ai commencé à mettre des barrières, des limites, des choses dont je parlais pas, etc. Pour garder une partie de ma personnalité en fait à moi et pas avoir l'impression de l'avoir vendu à mon audience. Et d'un autre côté, c'est difficile parce que ton audience, elle attend aussi ça. C'est souvent des contenus qui marchent bien. Ton audience, elle a envie, tu vois, de savoir quel est ton point de vue là-dessus, comment t'appliques ça dans ta vie, etc. Et donc, c'est à toi vraiment de te poser, de mettre des limites et de dire de quoi est-ce que je suis prêt à parler et de quoi est-ce que je suis pas prêt à parler. Et moi, un peu comme toi, tu vois, Grégoire, j'aime bien, je parle beaucoup de mon travail. Pour le coup, je vais jusqu'au bout, je parle de mes résultats, je parle de mes chiffres et tout parce que ça correspond à ce qui intéresse mon audience. Je parle beaucoup de mon travail, de mes expérimentations là-dessus. Je vais très peu parler de ma vie de couple, par exemple, parce que c'est un truc intime, personnel et voilà. En plus, qui est pas lié à mathématiques. Tu parlais de Casey Neistat, je pense que lui, il est marié, il a des enfants, donc au moins, il y a très peu de chances qu'en parler sur les réseaux, ça puisse affecter sa relation actuelle parce qu'elle est là depuis des années et je pense qu'il avait une relation avec sa femme avant de se lancer sur les réseaux. Mais imagine lorsque c'est quelqu'un, là je parle pas pour moi justement, je l'ai vécu à mon échelle, mais imagine quand c'est quelqu'un qui n'a même pas de relation vraiment stable, c'est un début de relation avec une personne, il commence à en parler sur les réseaux. Il a d'autres options, d'autres personnes qui essayent de nuire à la relation ou qui vont essayer d'interférer avec ça. C'est beaucoup plus compliqué lorsque la relation elle est pas encore vraiment stable. Ouais. Et je pense même aux personnes qui ont 16, 17, 18 ans, 20 ans, qui partagent leur relation parce que ça leur fait plaisir et aussi parce que quand on parle, tu reçois plein de messages et ça te rend super heureux parce que tu as l'impression que tout le monde est content pour ton couple et comme toi, peut-être ça a été un complexe à un moment de pas être en couple, tu es super content parce que tout le monde pense que tu es en couple, que tu es heureux, etc. Et en fait, après, tu vois le côté négatif de ça, où parfois t'as des vidéos on te demande de faire des vidéos avec la personne avec qui tu es, alors que ce jour-là, tu t'es disputé. C'est toujours au moment où tu t'es disputé avec la personne qu'on te dit de faire une vidéo avec la personne, ou oh vous êtes trop un couple goal, etc. Et bref. Tant que la relation elle est pas vraiment stable, moi je recommande pas d'en parler et même je recommanderais de pas en parler du tout. C'est le grand secret pour percer des youtubeurs, des créateurs lifestyle, hein, de faire des vidéos de couple. Ouais. Plein qui font ça sur les réseaux, sur TikTok, et de se mettre etc. en couple avec quelqu'un qui est connu aussi, tu vois, qui a une audience. Ça, c'est le must, comme ça, chacun T'as même un business, genre ils mettent des influenceurs lifestyle dans une house. Et puis dedans, t'as des couples qui se forment, ils vont faire des vidéos, mais tu vois, des vidéos un peu drôles, etc. Pas forcément de couple au début, mais après, tu te rends compte qu'ils se sont mis en couple. Et donc là, ça ramène plein de gens. Et après, le couple qui fait le plus de vues, bah, c'est ceux qui prennent le plus de thunes. Enfin, c'est un délire, quoi. Après, il y a des dramas. Et donc, les dramas, t'as deux teams qui se font avec, il y en a qui vont dans la team de l'un, puis de l'autre, et puis, mais ça, là, on est plus loin que simplement intégrer son couple. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la mise en scène de contenu divertissant avec son couple et avec d'autres personnes. Mais c'est intéressant de voir les deux côtés parce qu'en fait, t'as la mise en scène, mais d'un autre côté, ça crée des vraies tensions internes. Ouais, c'est ça le risque. Différentes de ce qui est montré à la caméra. Ça va être différent derrière. Parce que derrière, ils vont comprendre l'espèce de truc machiavélique qui se met en scène et en jeu avec il y a un tel qui va se choper telle partie de la communauté, mais moi, il faut que je sois plus malin que elle ou que lui. S'il commence à y avoir de la rivalité, de la jalousie et tout dans les business, ça, c'est horrible, tu vois. Moi, j'aimerais vraiment pas qu'il y ait ça dans mon couple, tu vois. Mais tu vois, Thibaut InShape, il fait ça trop bien. Ils ont chacun leur chaîne, etc. Ils passent tous les deux sur leur chaîne de l'un et de l'autre. À un moment, ils se sont fait des faux clashs aussi. C'était trop malin de faire ça. Donc, ils sont vraiment clashés. Ils ont fait un clash de couple. Mais je pense que ça peut bien se passer. Si t'as deux créateurs de contenu professionnels qui savent ce qu'ils font et qui se mettent en couple sans non plus se raconter de fausses histoires, c'est-à-dire en sachant qu'ils vont utiliser aussi ça
qui vont que si tout le monde est d'accord en fait pour faire ça et que les deux le font de manière professionnelle, ça peut être efficace. Moi, je pense à Lena Situation et Seb Lafrite par exemple, où tu vois, tu regardes un peu dans les vlogs de Lena de temps en temps. Moi, je trouve qu'ils ont l'air d'un couple assez sain. Alors après, est-ce que c'est bien que les gens le sachent ou que les gens se fassent une opinion là-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont l'air d'être un couple assez sain, où chacun en fait fait vraiment son truc et va faire coucou un peu dans le truc de l'autre, mais t'as pas l'impression que ils soient dans un mode où chacun essaie de faire ce que fait l'autre et ça, chacun essaie de récupérer les abonnés de l'autre. Ça se fait de manière assez naturelle et chacun en fait a sa vie. Et j'ai l'impression, tu vois, que leur couple, ça fait un petit moment quand même qu'ils ont l'air d'être en couple. J'ai l'impression que leur couple, il est fonctionnel, tu vois. Je suis d'accord. Pour moi, c'est le couple de référence aussi en termes de création de contenu. Même les deux sont très forts artistiquement, les deux sont très forts créativement. Je crois qu'ils font leur montage eux-mêmes en plus, les deux. On en a parlé la semaine dernière. Mais ça devient le point Godwin de l'émission maintenant. C'est clair. Chaque épisode, il faut la mention à Lena Situation. On est obsédé par Lena Situation. Je sais parce qu'on fait des formations et on est dans ce monde-là et que voilà. Tu sais qu'il y a des gens qui étaient furieux la semaine dernière qu'on avait critiqué plein la gueule. Et en soi, moi, je leur dis que l'accroche était sévère quand même. Qu'elle savait pas dépiler. L'accroche était sévère. Mais en soi, c'était, enfin, moi, j'adore Lena Situation et d'un côté, je comprends aussi qu'elle fasse ses montages tout seul, c'est un choix artistique, tu vois. Et d'un autre côté, je trouvais ça intéressant de prendre ça d'un point de vue entrepreneurial et de dire si on voit pas Lena Situation comme une artiste, mais qu'on la voit comme une entrepreneur, en effet, par rapport à sa taille, à ses revenus et à son influence, tu compares ça avec, je sais pas, avec les Kardashian ou avec des gros influenceurs américains. C'est quand même pas le même niveau d'organisation, de structure, de productivité, d'efficacité. J'ai l'impression que ça fait partie de son marketing dans le sens où le fait de pas dormir, par exemple, c'est un truc qu'elle met souvent en avant, un peu à la Casey Neistat. Moi, je pense pas que ce soit sain et je pense pas que ce soit bon pour durer et pour rester en bonne santé. Mais tu vois, je trouvais ça intéressant de le prendre de cet angle-là, tu vois, du point de vue entrepreneurial et dire si t'es un entrepreneur et que tu veux monter un business à Lena Situation, il y a des manières plus efficaces, plus productives et plus saines de le faire. Bah tu vois, je pense pas. Parce que si elle savait pas déléguer, je pense qu'elle aurait pas délégué dans sa boutique. Ouais. Ça aurait été la grosse erreur. Mais en fait, sur YouTube, et c'est pour ça que YouTube c'est tellement différent des autres projets que tu peux lancer, c'est que sur YouTube, je pense que si elle trouvait un monteur ou une monteuse de main, ça marcherait beaucoup moins bien. Et elle a pas intérêt à déléguer pour YouTube. Même ces miniatures qui sont faites par elle, alors que maintenant sur YouTube il y a des miniatures de bonne qualité avec des graphistes qui sont très bons, etc. Je pense pas que ça marcherait pareil. Et je pense que s'il y a bien un truc qu'elle doit pas déléguer, c'est sa chaîne YouTube et le fait qu'elle fasse des erreurs de montage et le fait que parfois il y a un rush qui soit mal cuté parce qu'on sait qu'elle l'a fait la veille, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment et Seb aussi, il veut pas déléguer son montage, et je pense qu'ils ont vraiment raison de le faire. Par contre, on voit pas tout ce qu'ils délèguent dans leur boutique, parce que là, je vois que Lena, dans ses vlogs, parfois, elle part en vacances, alors qu'il y a une boutique avec 15-20 personnes qui travaillent derrière, et ça montre qu'elle s'est déléguée, et en fait, je trouve limite que c'était un bon exemple d'apprendre à déléguer, en fait. Parce que s'il y a une boutique qui tourne alors qu'elle part en vacances, c'est que elle a su déléguer. Mais ce qui est intéressant, c'est que on le voit pas justement sur YouTube. Il y a tellement de travail derrière que ça paraît simple. On peut faire un parallèle avec toi, Antoine. Est-ce que tu délègues tes mails? Alors je sais que tu avais essayé. Non. En fait, on a chacun un domaine d'excellence ou un domaine une zone de génie ou un truc un truc un peu artistique, un truc où on met vraiment une patte qui est très difficile à reproduire. Et je comprends que tu vois pour les youtubeurs par exemple, le montage vidéo puisse être ce truc. C'est vrai que Casey Neistat par exemple, moi c'est vraiment mon modèle en termes de vidéo YouTube. Impossible pour lui de déléguer le montage, impossible, c'est beaucoup trop personnel, c'est là où il exprime son art en fait, c'est même pas dans ton âge, c'est vraiment au moment du montage, et donc je le comprends. Après quand t'es entrepreneur et que YouTube c'est juste un pan de ton activité mais que t'es pas youtubeur en premier, ou même si t'es Ali Abdaal par exemple et que tu fais des vidéos qui sont plus didactiques mais qui sont pas faites forcément pour divertir, pour faire rêver, pour inspirer, dans ce cas-là, si c'est surtout du blabla, c'est la première chose à déléguer, tu vois, c'est important de déléguer le montage assez rapidement. Et moi, je suis très content d'avoir fait. Pendant des années, je pouvais pas le faire pour des raisons d'ego où je me disais non, mais ça peut pas être fait aussi bien parce que là, je voulais supprimer ce passage et là, je voulais mettre ça, etc. On a fini par prendre une monteuse
Au début, ça convenait pas, c'était pas exactement comme on voulait. On a fait pas mal de feedback, je lui ai dit comment je voulais que ça soit, etc. Et maintenant, elle monte les vidéos mieux que je pourrais les monter et elle ajoute sa patte créative à elle, en fait, qui est meilleure que la mienne parce que c'est son métier. Et donc, dans mon cas, par exemple, ou dans le cas d'une personne qui est pas forcément douée là-dedans ou c'est pas forcément sa valeur ajoutée, c'est pertinent de déléguer le montage. Mais je te rejoins, Grégoire, et je pense qu'en effet, Léna, elle se débrouille quand même plutôt bien là-dessus. Mais personne n'a dit qu'il fallait qu'elle délègue le montage. Hein. Non, c'était pas le message de Chris. Non. C'est pas les mêmes règles en fait sur YouTube. C'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est ce qui rend aussi la chose plaisante, c'est que tu peux faire c'est juste, faut être authentique. Et c'est vraiment pas les mêmes règles, j'ai l'impression. Mais c'est ce qui fait qu'on aime aussi regarder des vidéos YouTube. Tu vois, tu prends un modèle comme comment il s'appelle, MrBeast. C'est un empire, c'est une grosse boîte, quoi. C'est un bon contre-exemple. Et lui, il délègue 100% des trucs, tu vois. Il trouve l'idée, il fait un brainstorming, c'est le CEO, en fait. Mais il a une personne qui est meilleure que lui pour faire les miniatures, il a une équipe qui est meilleure que lui pour faire le montage, il a des gens qui sont meilleurs que lui pour organiser tout le bordel, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il intervient plus de lui, sa chaîne, on pourrait pas dire que ce qui marque la chaîne, c'est qu'il est authentique. Mais il l'est en interview. Mais c'est vrai que sur sa chaîne, il est plus en mode entrepreneur. Mais c'est aussi parce qu'il est plus que sur YouTube. Maintenant, il a sa marque il a ses différentes marques à côté, ses différents projets. C'est plus vraiment juste un YouTuber. Mais même avant, il a construit son business comme ça, quoi. Même avant la marque. Mais ceci dit, moi, je préfère Lena Situation à MrBeast. Moi, je supporte pas le contenu MrBeast. C'est du fast food, de YouTube. Hein. C'est pour ça que ça marche. Mais tu vois, tu prends McDonald's et tu prends le bon petit resto de quartier. Les gens préfèrent le bon petit resto de quartier, mais c'est McDonald's qui vend le plus de burgers, quoi. Et c'est pareil avec MrBeast. Mais ceci dit, d'un point de vue entrepreneurial, c'est extraordinaire et c'est très intéressant à observer. Il a vraiment monté une machine, quoi. Ça représente quoi l'argent pour toi, Grégoire? Il y a plusieurs visions. La vision que j'ai eue lorsque j'étais beaucoup influencé par le monde de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat, c'était que c'était l'échange de la valeur que tu apportes à la société. Maintenant, il y a l'approche aussi plus ça m'apporte la liberté. Pour moi, c'est un peu un mix des deux. C'est quelque chose en effet que même si il y a des mois par exemple où j'ai l'impression que j'apportais plus de valeur avec les vidéos et avec ce que je faisais, et je pouvais gagner moins que des mois où j'ai l'impression d'apporter moins de valeur, mais comme il y avait un lancement d'une formation, d'un projet, etc. J'avais l'impression d'apporter moins de valeur, mais je gagnais plus ce mois-ci. Donc pour moi, l'approche de plus je gagne de l'argent, plus j'apporte de la valeur, elle n'est pas forcément toujours vraie, en tout cas dans mon ressenti. Mais on va dire que maintenant ma vision, c'est juste que c'est quelque chose d'essentiel à la création de mes projets. Et étant quelqu'un de créatif, c'est quelque chose d'important, parce que je sais qu'après mes projets ils vont être capés par le manque de production, par le manque de moyens. Donc c'est plutôt quelque chose que je vois pour créer des projets après plus ambitieux. Manon, ça représente quoi pour toi? Je pense le fait d'enlever de la charge mentale, l'argent. De pas avoir à réfléchir à quand tu peux t'acheter un billet d'avion à l'horaire qui te convient pour pas avoir économisé 200 balles. De pas avoir la charge mentale de faire un montage d'un truc que t'as pas envie de faire et de pouvoir le déléguer. En tant que femme, l'indépendance aussi, de me sentir sereine, indépendante et complètement en contrôle, en tout cas, de mon destin. Plus ça, et un outil super intéressant pour pouvoir aller plus loin dans les projets, apporter plus de moyens au fur et à mesure dans les podcasts, dans le monde des studios, des trucs comme ça. Bon, il y a rien de plus kiffant que d'acheter des business et donc d'analyser un secteur, d'analyser les entreprises et de prendre part à cette aventure entrepreneuriale. Et pour moi l'argent, c'est l'opportunité de entre guillemets jouer à ce jeu-là. Ouais. Et il y a rien de plus kiffant, tu vois. J'ai envie d'avoir beaucoup d'argent pour jouer à ce jeu-là, tu vois. Et après, pourquoi pas dans les startups et autres, et voilà. Donc moi, c'est ce jeu-là. Pour moi, c'est juste un outil vachement, qui est neutre et qui est proprement humain, tu vois. En fait, c'est une sorte de croyance. C'est marrant de te dire que on arrive à que grâce à ça, on arrive à faire fonctionner la société, alors que alors mettons, c'est même plus du papier, mais à l'époque, pendant longtemps, c'était du papier. Maintenant, c'est des chiffres écrits sur un écran. Et il y a un moyen très simple de distinguer une croyance
un truc qui n'existe pas du coup, mais que nous on va quand même croire que c'est réel parce qu'on est des humains et qu'on a cette capacité qui est quand même assez incroyable. Et quelque chose qui n'est pas une croyance, c'est de te dire si tous les humains disparaissent, qu'est-ce que ce truc devient? Si tous les humains disparaissent, l'argent n'a plus aucune valeur. C'est plus rien, c'est des bouts de papier, c'est des codes écrits sur un ordi. C'est pareil pour les frontières, c'est pareil pour les nations, c'est pareil pour tout ça. Donc c'est un outil qui est incroyable et qu'on a développé, qui permet aujourd'hui de faire des échanges, de faire travailler l'ensemble de l'humanité ensemble et de coopérer en fait. C'est un outil de coopération qui est quand même assez fou. Et je me pose toujours une question, c'est à partir de quel moment cet outil deviendra obsolète? Je me dis à partir de quand ça va disparaître? Parce que forcément ça va arriver si on continue à prospérer évidemment, si on se détruit pas avant. Mais c'est une question que je me pose assez souvent. Jamais. Pourquoi faut toujours que ça finisse sur une touche négative qui nous... C'est pas négatif, mais non, pas forcément. Parce que si ça disparaît, c'est qu'on aura trouvé quelque chose de mieux. Ou c'est qu'on est tous morts. Ah non, mais t'as dit si on disparaît. On disparaît nous avant. Oui. Comment? Dis si on prospère. Donc, ouais, si on prospère. Et si on prospère, l'argent disparaîtra jamais. C'est l'invention qui nous permet d'être là et de progresser en tant que société. C'est impossible. Peut-être que si. Mais ça peut être remplacé par une nouvelle forme de monnaie. Mais c'est la meilleure invention qu'on a trouvée pour pouvoir créer. Tu peux pas créer une fusée. Pas créer une fusée si tu peux pas réunir des mecs en Chine, en Inde, en France et un peu partout pour créer des micro trucs et des mecs pour les transporter et tout ça. Et c'est l'argent qui est l'huile qui permet à tout système de fonctionner. Tu vois. Bah justement, pour moi, ça peut être remplacé parce que l'argent existe, parce que la rareté existe. Ça permet de mettre de la valeur à des choses. Ouais. Ça permet d'échanger. Ça permet d'échanger des produits, des services et des efforts. Exactement. Mais il y a plus de civilisation s'il y a plus d'argent. Aujourd'hui, ouais, carrément. Mais je sais pas si vous connaissez la théorie du coût marginal zéro. Non. C'est un bouquin que j'avais lu il y a longtemps et c'est un mec qui a une théorie qui dit que c'est un économiste et en fait il explique que depuis le XXe siècle tous les coûts diminuent. Donc au début par exemple une requête Google ça coûtait extrêmement cher ou même ChatGPT ça coûtait extrêmement cher et plus on avance moins c'est cher et en fait même avec les produits physiques c'est la même chose. Tout devient de moins en moins cher même si parfois tu as des inflations etc. Et donc, il dit qu'au bout d'un moment, tout sera tellement peu rare et peu cher que peut-être que l'argent serait inutile. Peut-être que tout sera gratuit, du coup. Peut-être qu'on va arriver à une société un jour où tout sera gratuit si ça continue sur cette voie-là. Et donc, si on se détruit pas avant, évidemment. Faut quand même ajouter une petite touche de négatif. Faut quand même un élément pour entre guillemets réguler les désirs humains, c'est-à-dire pour pas être finalement dans l'illimité, dans le fait de tout vouloir, de vouloir comment dire sa tour à Manhattan, voilà, tu vois. Il faut un élément pour réguler les désirs humains et probablement que dans des centaines d'années on aura une civilisation extrêmement prospère, etc. Mais ça, à mon avis, ça se régulera plus avec quelque chose comme le salaire à vie ou d'autres formes d'initiatives. Est-ce que de base on a des désirs illimités? Est-ce que les choses vont pas se réguler d'elles-mêmes? Non. Je pense pas qu'on ait tous des désirs illimités. Mais si. Je pense qu'on a toujours le désir d'avoir des choses qu'on n'a pas, mais en fait si on peut avoir ce qu'on veut, en général, on choisit pas forcément grand-chose. La tour à Manhattan, on te la donne, tu la prends. Moi je la prends. Hein. Ouais, moi aussi. Voilà. Moi non. Ça c'est kiffant, tu vois. Ah, c'est incroyable. Non, tout le monde veut plus et être meilleur et c'est comme ça, on est comme ça. Moi je trouve que l'argent, il y a en fait ça dépend de où t'en es dans ta phase de gagner de l'argent. Mais il y a trois trucs. Le premier truc, c'est la liberté. Genre, quand t'as 20 ans, t'essaies de monter ton business, de gagner de l'argent, de partir de chez tes parents. C'est vraiment l'instrument ultime de la liberté, quoi. Et c'est merveilleux de pouvoir s'offrir ça. La deuxième chose, c'est le luxe. C'est à partir du moment où t'as eu ta liberté, tu te rends compte qu'en fait, tu peux avoir plus grâce à l'argent. Donc là, tu commences à acheter des trucs inutiles, à faire des conneries. Moi, j'avais acheté un van 50 000 balles pour pouvoir voyager dedans, juste parce que je les avais sur mon compte. Enfin, j'ai gardé 5 mois, j'ai revendu. Il y avait pas c'est même pas un rêve de vie ni rien. Donc là, tu commences à faire des conneries, à te payer des beaux voyages, à t'acheter un appart, etc. Et ensuite, moi, j'en suis dans la phase en tant qu'entrepreneur où c'est plus un score. C'est-à-dire, évidemment, ça me permet toujours de m'offrir des trucs. Là, je suis en train d'acheter une maison et je suis très heureux de pouvoir le faire. Mais c'est aussi un score. C'est-à-dire que quand alors, je suppose que c'est différent aujourd'hui. Beaucoup, par exemple, toi, Grégoire, t'es sur YouTube. Et sur YouTube, le score, ça peut être le nombre de vues, tu vois, qui est plus pertinent, plus public, etc. Mais quand tu vends des formations, par exemple, quand tu es dans un milieu plus entrepreneurial, c'est vraiment
ok, comment tu te positionnes par rapport aux autres dans ta thématique, est-ce que les stratégies que tu as mis en place sont efficaces, est-ce qu'elles payent, est-ce que tu as réussi à produire de la valeur à moindre coût et à faire de la marge avec cette valeur. Ça commence à devenir intéressant en fait à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est plus l'argent pour pouvoir te payer des trucs, c'est l'argent pour valider les stratégies que tu as mis en place. Et je pense que quand tu es entrepreneur et que tu commences à être dans une logique de croissance, tu commences à embaucher, etc., tu rentres un peu dans ce truc-là. Je pense que MrBeast, on en parlait tout à l'heure, il est typiquement dans ce truc-là, de genre, quelles sont mes ressources, qu'est-ce que je peux avoir? Ok, je vais mettre 10 000 euros pour la miniature parce que je sais que la vidéo va m'apporter plus que ça. On va faire un projet qui va nous coûter 300 000 euros, mais derrière, on va essayer d'être rentable avec une vidéo qui va nous rapporter 500 000 ou 1 million, quoi. Et tu rentres plus dans ce genre de dynamique-là, un peu comme un jeu de gestion où tu as un certain nombre de ressources et tu essaies de créer le truc le plus grand possible avec tes ressources, quoi. Et c'est complètement différent en fait de l'argent dont tu as besoin quand tu débutes, ou en effet, comme disait Manon, c'est le truc de c'est un emmerdement en moins, regarder les prix, c'est des choix en plus, c'est une liberté en plus. Et en fait, au bout d'un moment, ça a un truc complètement différent. C'est pour ça que moi, les milliardaires, je les comprends. Ils sont plus du tout dans... Tout le monde dit oui, mais ils ont assez d'argent. Mais évidemment qu'ils ont assez d'argent. Mais ils sont plus dans ce jeu-là, en fait, du je veux avoir un yacht. Ils sont dans le jeu de j'ai envie de dominer le monde, j'ai envie d'acheter Twitter et de devenir le plus gros troll du monde, quoi. Et je comprends, tu vois, je comprends ce désir qui est plus un désir de pouvoir et de construction qu'un pur désir de luxe, en fait, et de confort, quoi. On peut passer au coup de cœur, si vous voulez. Je vais commencer, puis ensuite on peut tourner. Donc, on parlait du couple tout à l'heure et de l'importance des bénéfices qu'il peut y avoir à s'engager. Moi, j'ai lu un bouquin il y a pas longtemps qui s'appelle Les langages de l'amour de Gary Chapman. C'est un classique, hein, Manon, tu connais probablement. Ouais. Mais j'avais jamais lu, j'étais jamais tombé dessus. Et c'est un bouquin qui est incroyable parce que en fait, ça explique 90% des disputes de couple et des conflits et même des séparations sont liés à ça. C'est-à-dire au fait qu'on parle pas le même langage d'amour et donc on s'envoie des signaux, on fait des efforts, on a l'impression que l'autre y répond pas, et inversement, l'autre fait des efforts, on les voit pas parce qu'on parle des langages d'amour différents. Et donc il partage donc 5 langages d'amour. Il y a par exemple le langage des cadeaux. Moi, je suis pas du tout sensible au langage des cadeaux, mais certaines personnes le sont. Il y a le langage des services. Il y a le langage du temps passé ensemble, des moments de qualité. Il y a le langage du toucher. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont pas forcément alignées dans un couple. Et donc beaucoup de problèmes ou de difficultés qu'il peut y avoir dans un couple peuvent être liés à ça. Mais c'est pas seulement dans un couple. D'ailleurs, il y a aussi un chapitre sur le fait d'avoir un enfant et le langage entre l'enfant et l'adulte. Et en fait, quand tu lis ça, c'est hyper motivant parce que en fait, tu te rends compte déjà que l'autre t'aime plus que ce que tu pensais, mais il parle dans un langage différent. Et donc, tu commences à d'un coup te souvenir de plein de choses en te disant ah mais en fait tout ça c'était des preuves d'amour et je l'avais pas vu. Et surtout, ça te permet d'agir et de commencer à parler le langage d'amour de l'autre une fois que tu l'as détecté. Et ça a des bénéfices incroyables. C'est-à-dire que vraiment, ça rend le couple, enfin, ça crée de l'amour. Et une phrase que j'ai retenue de ce bouquin qui m'a vraiment marqué, c'est l'amour, c'est pas une impulsion. C'est pas, ça, c'est le faux amour, tu vois. C'est le truc qu'on ressent en début de relation, qui est pas le fruit d'une décision, mais qui est le fruit d'un instinct. Et ce truc-là, ça peut pas durer. C'est un truc qui expire forcément. Et souvent, les gens se séparent à ce moment-là. En fait, le vrai amour, c'est un amour qui résulte d'une décision. C'est quand on décide que la personne en face, on va vraiment s'engager avec elle, comme tu disais, Grégoire, pour construire quelque chose sur le long terme. Et à partir du moment où on prend cette décision-là et où on apprend à le faire bien, c'est-à-dire à parler le langage d'amour de l'autre, on peut avoir une vie, en fait, une vie de couple et une vie amoureuse qui est très riche et qui comble la plupart de nos besoins sans avoir besoin de chercher la personne parfaite. Il est trop bien ce livre aussi pour les amitiés, nos amis proches. Ouais, tout à fait. Moi, je te donne beaucoup de paroles valorisantes, mais toi, c'est le physique, tu vas mieux réagir à un câlin, par exemple. Ouais. Donc, avec les amitiés. Et il est hyper intéressant quand on a des équipes de le transposer en langage d'appréciation, et pas langage d'amour, mais d'appréciation. Ouais. Pour les équipes avec leur manager, par exemple, ou des associés. Pareil pour récompenser, où il y a plein de managers qui vont dire ouais, bravo, t'as fait un bon taf et tout. Alors que la personne, c'est pas son langage de l'amour et qu'elle va préférer, par exemple, prendre un déj en tête à tête. Ou obtenir une augmentation. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'en fait, ça sort complètement. C'est énormément. Le gars est thérapeute de couple, tu vois, donc ça tourne énormément autour du couple. En fait, t'as raison, Manon, c'est qu'en fait, on peut l'appliquer avec presque n'importe qui, quoi. Et c'est simple, c'est un livre simple à lire, tu vois, qui range les trucs dans des petites catégories et tout, donc c'est facile d'agir à partir de ça, quoi. C'est pas juste de la théorie vague, voilà. C'est quoi ton langage de l'amour prédominant, Antoine? Alors moi, c'est les services en presque concurrence avec le contact physique. Les services rendus, les services rendus. Moi, je suis très sensible aux services rendus. Que tu reçois. Parce que des fois, on n'a pas le même qu'on reçoit que celui qu'on donne.
Ouais. Et que je donne aussi, je pense que c'est les services. Grégoire, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est la course à pied. C'est, je voulais un truc. J'avais réfléchi à un livre. Il y en avait quelques-uns qui m'ont plu ces derniers temps, mais vraiment, moi, ce qui a eu le plus d'impact dans ma vie depuis 2 ans, c'est la course à pied. Je suis très content que ce soit la mode, et je suis très content qu'il y ait de plus en plus de youtubeurs qui parlent du fait de faire un 7 km, un 10, même que des youtubeurs lancent des projets sportifs ces derniers temps, parce que ouais, c'est l'habitude qui m'a le plus aidé, qui m'a coûté le moins cher aussi, je pense. Juste une paire de chaussures. Et qui m'a apporté plein d'habitudes positives. En plus, parce qu'il y a l'effet cumulé de toutes les habitudes positives que ça me donne, le fait que je prenne la lumière en même temps, le fait que je rencontre du monde parfois lorsque je cours et que après on m'envoie des messages, je t'ai croisé à tel endroit quand t'as couru ici, et du coup même pour ma vie sociale c'est cool. Le fait que quand je rentre chez moi je suis content, donc je suis plus productif, j'ai envie de bien manger, etc. C'est une des habitudes qui a le plus impacté toutes les autres habitudes positives. Et maintenant, en plus, il y a cette notion d'engagement avec les courses que je me suis engagé à faire cette année, qui fait que pour moi, c'est une des habitudes qui a été la plus impactante, je pense, depuis 2 ans. Donc la course à pied, ouais. Top. En chaussures barefoot. Non. En chaussures normales. Grégoire, on va faire la vidéo d'update avec tes chaussures. Bientôt. Ah non, l'alligator là qui court vite avec les sandales. Non, je vais rester avec les chaussures normales pour le faire. Haïm, c'est quoi ton coup de cœur? Moi, c'est la chaîne d'un psychiatre, du coup. J'en ai parlé un petit peu dans le podcast que j'ai contacté il y a pas longtemps. Ça s'appelle Réparer sa vie. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que il fait une vidéo pour une pathologie mentale et ça montre, parce que vous allez forcément tomber sur des gens qui ont des pathologies dans votre vie. Vous êtes sans doute déjà tombé sur des gens qui ont des pathologies dans votre vie. Vous allez peut-être en développer aussi. Et en fait, ça montre à quel point la réalité, elle est plastique. On se croit tous dans une réalité plutôt stable, c'est absolument pas le cas. Le cerveau, il est bien plus étrange qu'on ne le pense. Et notre réalité est bien plus malléable qu'on ne le pense. Et ça montre à quel point les humains peuvent vivre des choses. En fait, les maladies mentales, ça va dans des extrêmes. Et ça montre à quel point les extrêmes peuvent aller très loin et peuvent parfois transformer quelqu'un. Et je trouve ça fascinant. Donc, allez voir ça. Lui, il en parle super bien. C'est un psychiatre qui fait ça depuis des années. Ça se voit qu'il a beaucoup d'expérience. Parfois, il raconte des anecdotes, etc. Alors, ça, c'est la première chose qui est intéressante si vous allez voir sa chaîne. Et la deuxième chose, c'est que mon but, c'est de le faire percer sur les réseaux. Et comme ça, vous allez pouvoir voir ses vidéos avant et ses vidéos après. Et, et donc, vous allez pouvoir en retirer des conseils, je pense. Il va y avoir plein de fake interviews là d'un coup. Il va sur un canapé. Non, même pas. Ce qui est intéressant, c'est que je vais juste améliorer les vidéos telles qu'il les fait, parce que je pense que tel qu'il les fait, ça peut marcher. On va pas beaucoup modifier de choses, mais juste avec le peu de choses qu'on va modifier, ça va déjà faire. Bah, déjà, avec les quelques conseils que je lui ai donnés, il a fait x3, x4 en termes de vues sur TikTok. Donc, ouais, c'est super, bah, j'irai voir. Manon, c'est quoi ton coup de cœur? Et ben moi, c'est un jeu, parce que j'ai joué toute la semaine dernière. C'est le jeu Undercover. Je sais pas si vous connaissez. Mais oui, très c'est bon le jeu. meilleur jeu, ça. C'est un jeu, nous on l'a fait sur téléphone, et donc t'as un petit groupe, et tout le monde a un mot. Mais tu regardes ton téléphone, t'as un mot, par exemple, fromage. On a eu ça. Donc Ouais. voilà. Et tout le monde a un mot, mais il y en a un, quand il va piocher la carte, il a pas le mot. Ok? Et il y en a un autre, il a un synonyme du mot. Et en fait, chacun à son tour, on doit donner un truc pour, par exemple, moi j'ai fromage, je vais dire, je sais pas, raclette, des mots autour de l'univers, et on doit deviner qui est la personne qui avait pas le mot et qui est la personne qui a un synonyme. Et du coup, toi, quand tu as le mot, t'entends les gens et tu dois essayer de donner des synonymes par déduction. Je sais pas si c'est super clair. Ouais, c'est marrant ça. Et du coup, c'est mon coup de cœur parce que je trouve qu'il y a plein de jeux de société ou plein de jeux avec des groupes qui sont hyper longs à démarrer, qui sont compliqués à comprendre, où il y a toujours une personne frustrée et des fois, ça finit mal les jeux, je trouve. Alors que là, c'était hyper drôle et je trouve que ça remet la place du jeu qui est facile et c'est un moment joyeux et je pense qu'il ne faut pas assez. Et du coup, c'est mon coup de cœur. Top, je connaissais pas. Félix, c'est quoi ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, c'est l'achat immobilier, mais pour soi. Je pense que c'est ultra sous-coté. Sur Internet, tout le monde parle d'investissement locatif, de machin, d'utiliser l'effet de levier, etc. Mais quand on est entrepreneur,
Donc moi je me suis mis là-dedans, etc. Et j'avais pas vu à quel point, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel, aussi en termes de projection, en termes de projet, de designer son espace comparé au fait quand t'es locataire, que tu peux pas faire tout ce que tu veux, etc. Mais là de repenser sur une feuille blanche, c'est quoi mon environnement parfait. Voilà, là j'ai pris un architecte, il me fait des propositions, j'aime pas, alors il faut essayer de trouver pourquoi j'aime pas, etc. Et ça te confronte à énormément de choses et je pense que c'est ultra sous-coté et voilà, je voulais en parler. Ça vous arrive de prendre des vraies vacances, c'est-à-dire de pas travailler pendant genre une semaine ou deux? Ouais. Je le fais, mais je suis tellement frustré quand je travaille pas. C'est de la souffrance, quoi. Parce qu'en fait, j'aime bien ce que je fais, donc. Ouais. Bah, moi, j'adore ce que je fais, mais j'adore ce que je fais tous les matins. Je suis trop contente de faire ce que je fais. Mais j'adore aussi être pendant une semaine à faire des randos, aller à la mer, par téléphone. Pour moi, enfin, je sais pas, c'est autant un plaisir. J'arrive pas à le hiérarchiser. Et c'est hyper important. Au moment où tu commences à détester ce que tu fais, ton activité, que y a des je sais pas, il y a un stress, un pic de stress important sur un projet, ou que je sais pas, t'es dans une phase où ça te sort par les trous nez parce qu'il y a que des aspects négatifs, c'est le remède ultime. Tu prends juste à ce moment-là des vacances, ça change tout. Tu peux être la tête sous l'eau, etc. Les vacances, paf, et hop, tu repars, et c'est ça permet la lune de miel dans. Oui, exactement. Quoi. C'est comme dans un couple, ça permet de se manquer un petit peu et de relancer la machine, quoi. Je sais pas, moi je me sens en vacances un peu tout le temps, quoi. Je me lève quand je veux, je vais au sauna, hammam tous les jours. C'est vrai? Ouais. On y va ensemble. Je me sens pas. Ouais. Salle de sport, là. Ouais. Donc je sais pas, je me sens pas vraiment en train de bosser. Je parle d'hypnose. En fait, c'est ce que je faisais pendant mes vacances scolaires à l'époque, c'est que j'hypnotisais des gens, je parlais d'hypnose. Là, c'est ce que je fais tous les jours, quoi. Donc j'ai pas de. Je me sens en vacances tous les jours, quoi. Moi, je prends des vraies vacances seulement quand j'ai pas le choix, c'est-à-dire que c'est un contexte dans lequel je peux pas travailler. Genre quand on part une semaine dans le désert en novembre, ou là j'étais avec ma mère et ma belle famille, tu vois, à Montréal pendant quelques jours. Ma mère elle est en vacances, je vais pas bloquer toutes mes matinées pour bosser, quoi. Donc j'ai pris un peu d'avance et j'ai pris le temps avec elle. Mais c'est vrai que ça me manque assez vite aussi. Ouais, mais est-ce que quand vous prenez des vacances, vous vous forcez à pas faire je sais pas, votre travail, quoi? Par exemple, imaginez, je vais en vacances, est-ce que je dois me forcer à pas hypnotiser quelqu'un s'il veut se faire hypnotiser et que j'en hypnotisais? Est-ce que je dois me dire, non, je suis en vacances, mec. Tu peux pas t'empêcher d'hypnotiser les gens, quoi, c'est un truc. Un réflexe. Le mec, il veut que je l'hypnotise, je fais ok, pas de souci, 3 minutes après, il est par terre, je suis content, quoi. Moi, l'été, j'habite en Normandie, et donc l'été, en fait, j'ai pas associé le fait d'aller à la plage au fait d'être en vacances. Je sais qu'il y a des personnes qui habitent en ville, et donc elles savent que lorsqu'elles voient la plage, c'est qu'elles sont en vacances. Moi, si ça se trouve, ce soir, je vais me baigner, en fait, et du coup, je me sentirai à moitié en vacances, à moitié en train de travailler. Donc moi, c'est pareil, ma routine, elle me plaît assez bien, donc j'ai pas besoin de prendre une semaine sans travailler. Et puis de toute façon, c'est dans mes pensées, quoi. Enfin, quand je travaille, c'est surtout les pensées que j'ai, donc je peux pas arrêter mes pensées. Et même quand j'ai ma famille qui habite à Tahiti en ce moment. Quand je suis à Tahiti, c'est pas parce qu'il y a un beau paysage que mes pensées elles s'arrêtent. Donc en soi, je suis constamment un peu dans cet état-là. Mais j'apprécie les moments où quand je suis à la plage, je pense que j'ai quand même moins de pensées liées au travail que lorsque je suis ici sur mon bureau, je pense. En fait, je pense que la diff aussi des vacances, pour moi, elle est très liée au rapport aux réseaux sociaux. De se dire pendant une semaine, en fait, tu touches pas à Instagram, tu touches pas à ton podcast, tu touches pas à ça. Je pense que c'est plus ça qui fait du bien. Moi, je continue à poster. Moi, j'arrive pas à ne plus poster. Je peux pas ne pas poster pendant une semaine nulle part. Tu programmes? Oui, c'est ce que je fais. Bah, du coup, c'est ce que je fais. Mais je peux pas, vraiment, psychologiquement, je peux pas me dire, mes abonnés vont rien avoir de moi pendant une semaine. Ce qui est absurde, parce que la plupart des youtubeurs, des créateurs de contenu, tu vois, ils disparaissent pendant le mois d'août et tout. Mais moi, c'est impossible, quoi. C'est vraiment un truc, j'ai l'impression que si je disparais une semaine, les mecs vont tous se barrer, tu vois. Et je sais pas. Et donc, je prends de l'avance et je fais en sorte d'être toujours là, quoi. Garder le fil tendu. Ouais, c'est vrai, c'est pour le momentum aussi. Ouais. Bon, et ben merci à tous. Allez voir les vidéos de Grégoire si vous connaissez pas sur YouTube. C'est vraiment chouette ce que tu fais. J'aime beaucoup. Enfin, moi je suis client, quoi. Je suis consommateur. Et puis bien sûr Félix, Manon et Haïm aussi. Et vous, on vous connaît déjà. Donc à la prochaine. Et puis voilà. Ciao. Ouais, merci. C'était trop cool. Salut Antoine, merci. À plus. Salut.
Salut.